Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Mary Quigley. Je vous emmène aujourd'hui aux États-Unis et plus précisément en Californie pour une affaire qui à l'époque a marqué le pays. Le 10 septembre 1977, le corps de Mary Quigley, une lycéenne, est retrouvé au petit matin. L'adolescente a été violée et étranglée. La veille au soir, elle était à une fête avec des amis. A-t-elle fait une mauvaise rencontre en rentrant chez elle? Connaissait-elle son agresseur? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Nous sommes à Santa Clara, en Californie. Une ville de 130 000 habitants située à 45 minutes de San Francisco. Ce 10 septembre 1977, comme à son habitude, un agent s'occupe de l'entretien du terrain de baseball du lycée voisin. Lorsqu'il aperçoit au loin quelque chose d'étrange, il appelle aussitôt la police. Quand j'ai vu la victime pour la première fois, j'ai été frappé par la violence du drame. Elle était nue, à l'exception de ses pieds qui étaient encore couverts. Suspendu au grillage du terrain, le corps d'une adolescente. La jeune fille est accrochée par la ceinture d'un manteau enroulé autour de son cou. Elle semble avoir été battue et étranglée. Son jean est posé à côté d'elle avec ses sous-vêtements à l'intérieur, ce qui laisse supposer qu'elle a peut-être aussi été violée. Le contenu de son sac à main est disséminé autour d'elle, mais aucune pièce d'identité n'est retrouvée. Seul gît dans l'herbe, un morceau de papier où sont griffonnés quelques chiffres. Les forces de l'ordre gèlent immédiatement la scène de crime et commencent leurs investigations. En parallèle, le proviseur du lycée dont dépend ce terrain de baseball est convoqué et arrive sur place. Peut-être pourra-t-il identifier la victime. Vous la connaissez? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Ces chiffres vous parlent? Ce sont des combinaisons de casiers. On les a remises la semaine dernière pour le début de l'année scolaire. La police retrouve rapidement le casier correspondant à la combinaison et grâce à lui, il découvre l'identité de la victime. Il s'agit de Mary Quigley, 17 ans, élève de terminale. Mary avait beaucoup d'amis. Elle était très charmante, très avenante. Elle avait la voix douce et elle était presque trop généreuse. Quand un de ses amis voulait quelque chose qu'elle avait, elle lui donnait. Je me suis toujours dit qu'en grandissant, elle allait faire de grandes choses pour le monde. Les enquêteurs interrogent tout de suite ses amis. Très vite, ils apprennent que la dernière fois où Mary a été aperçue vivante, c'est la nuit qui a précédé la découverte de son corps. Elle était à la soirée juste au bout de la rue. Vous l'avez vue là-bas? Oui, on l'a vu. C'est une grande fête de fin d'été. Une sortie exceptionnelle pour Mary qui n'est pas une habituée des soirées du lycée. Attention! Ce soir-là, elle accompagne Roger Canares, un copain de classe qu'elle voit beaucoup depuis 6 mois. Salut! Ça va mon pote? Coucou les filles! Hey, tu vas bien? Super soirée! Je vous présente Marie. Salut, ça se passe? Content de vous T'as voir. passé de bonnes vacances? Ouais, ça va. Je reviens tout de suite, ok? Tu vas où? Parlez aux gens! Amuse-toi bien! Vers 23h, Canares s'éclipse avec des amis et abandonne Mary à la fête. Elle a erré un moment dans le jardin sans vraiment s'attarder à discuter avec quelqu'un en particulier. Elle a plutôt papillonné de groupe en groupe.
Puis, selon les témoins, au bout d'1 heure environ, Marie quitte la soirée à pied, lassée d'attendre. Mais elle habite à 6 km de là, donc trop loin pour rentrer chez elle. D'après les élèves présents sur place ce soir-là, elle s'est donc sûrement rendue chez son meilleur ami, Carl Epson, qui vit tout près. Une hypothèse qui concorde avec l'emplacement de la scène de crime. Le terrain de baseball où Marie a été retrouvée est un raccourci entre la fête et chez Carl. Qui plus est, le terrain est vaste et mal éclairé. Si Marie a été suivie en sortant de la fête, c'est l'endroit idéal pour l'agresser. Pour les enquêteurs, tous les garçons présents à la soirée sont désormais des suspects potentiels. Et en premier lieu, Roger Canares, qu'elle accompagnait. Pourquoi as-tu quitté la fête? Je sais pas, on est passé chez un autre ami un moment et... Tu es retourné à quelle heure? vers 00h30. A priori, il n'était pas présent sur les lieux au moment du crime. Merci, on reste en contact. Des dizaines d'autres invités sont interrogés. Et peu à peu, un nom ressort, celui de Patrick Portina. Plusieurs personnes différentes qui étaient présentes à la fête ce jour-là ont remarqué qu'il portait une attention particulière à Mary. Afin de creuser cette piste, les enquêteurs le convoquent pour l'interroger. On a quelques questions à te poser sur tes agissements le soir du 10. Assieds-toi. Tout de suite, les enquêteurs remarquent un détail intéressant. Portina a des coupures et des égratignures sur le visage et sur le corps. Patrick, on sait que tu étais proche de Marie Quigley. Tu confirmes? Ouais? Tu lui as parlé? Non. D'où viennent ces coupures? Sur ton visage, sur tes mains? T'as dû mettre pas mal de coups? Je me suis bagarré il y a quelques jours. Après la fête. C'était pas le 10, hein, Avec qui tu t'es battu? Avec un type au lycée. C'était pour me défendre. On dirait plutôt que quelqu'un a essayé de te repousser, comme une fille qui t'aurait griffé pour se libérer de... Oh ouais! C'est n'importe quoi. Arrêtez de balancer des accusations comme ça. Je ne dis que ce que je vois. Mais après vérification de son emploi du temps le soir du meurtre, la piste s'effondre. L'adolescent a un alibi solide. Vous en êtes sûr? Portina mis hors de cause, les enquêteurs décident d'interroger Carl Epson, le meilleur ami de Marie. C'est chez lui, a priori, qu'elle devait se rendre en quittant la soirée. Pourquoi tu n'es pas allé à la fête? Tu étais où? Je suis parti tard du boulot. Il devait être 00h30. On est venu ici et on est allé à la fête ensuite. On a dû rester 1 heure. Elle était même plus là quand je suis arrivé. Vous ne l'avez pas croisée? Non. Carl travaillait dans un restaurant dans le centre-ville de San José et il n'avait pas débauché avant 00h30 passé. Il avait un ami qui travaillait également dans le même restaurant à San José et qui l'a raccompagné en voiture jusqu'à son domicile. On y va. Ensuite, il est allé à la fête, mais il est arrivé là-bas à plus d'1 heure du matin. Mary était déjà partie. Nouvelle impasse pour les enquêteurs. Tous les suspects présents à la fête ont un alibi confirmé. L'enquête n'avance pas. Quand quelques jours après le drame, la mère de Marie se présente au poste de police. Elle a une information qui pourrait bien relancer toute l'affaire. Elle croit savoir qui a tué sa fille. Je pense que c'est Keith Kearns. Keith Kearns, l'ex-petite amie de Marie. D'après sa mère, elle l'a plaqué quelques semaines avant sa mort. Elle l'avait surpris alors qu'il embrassait une autre fille. Et elle avait rompu. Je trouvais qu'il avait une très mauvaise influence sur elle. Il était blessant et mesquin. J'arrivais pas à comprendre ce qu'elle lui trouvait. À mes yeux, il n'était pas digne de confiance. L'amoureux fraîchement congédié aurait-il pu vouloir se venger par dépit ou par jalousie pour l'empêcher de sortir avec d'autres garçons? On doit savoir où tu étais la nuit du 10. Je faisais une journée continue au bowling. Ton patron peut en attester? Ouais? Tu as fini à quelle heure? Il était minuit. Tu es allé où après? Je suis rentré. Quelqu'un peut le confirmer? Ma mère était là. Tu es rentré tout de suite? Tu n'as pas été à la fête pour la voir? Je suis pas allé à la fête.
On va vérifier ça au On bowling. va parler à ton patron et vérifier ta carte de pointage pour voir à quelle heure tu es parti. Pour le moment, tu peux y aller. Mais là aussi, toutes les déclarations de Keith sont confirmées. 4 mois après le drame, l'enquête est au point mort. J'allais très souvent sur les lieux, et ce n'était qu'un bout de terrain désolé couvert de mauvaises herbes à l'époque. Je voulais marquer l'emplacement, parce que d'autres personnes s'y rendaient aussi en sa mémoire de temps en temps. Alors j'ai fait une stèle et je l'ai plantée dans le sol. À l'endroit précis où on l'a trouvée, avachie d'eau au grillage sur le terrain. Pendant 6 longues années, aucun nouvel indice ne vient relancer l'enquête. Mais en 1984, Ted Kitch se voit confier l'affaire. Un de mes supérieurs hiérarchiques m'a demandé de reprendre le dossier et de déterminer si l'affaire pouvait ou non être résolue et si nos ressources nous permettaient de faire quelque chose qui nous était impossible en 77. Je lui ai répondu, bien sûr, je vais me pencher dessus et voir s'il y a quelque chose à faire. Il reprend un à un tous les éléments de l'enquête. L'observation du corps indiquait qu'elle avait été traînée sur une certaine distance jusqu'au grillage où elle avait été attachée, puis elle avait été violée. Selon moi, elle était sûrement déjà morte au moment où on l'avait attachée. Ted Kitch examine tout le dossier et arrive à la même conclusion que ses prédécesseurs. Il est convaincu que le meurtrier de Mary était présent à la fête où elle a été vue pour la dernière fois. J'ai parcouru des tonnes de rapports, des tonnes d'entretiens, et j'ai essayé d'élaborer une chronologie incluant toutes les personnes présentes à la fête, avec leurs heures d'arrivée et de départ, en particulier celles qui avaient été identifiées en train de discuter avec Mary ou de lui prêter attention. Il établit une nouvelle liste de 11 suspects potentiels qui ont tous quitté la soirée dans le même intervalle que Mary. J'ai vérifié les casiers judiciaires de chacun d'entre eux et je suis resté bouche bée. Parmi ces 11 individus, tous avaient des antécédents criminels et plusieurs d'entre eux avaient été inquiétés pour des affaires d'agression sexuelle. Mais là encore, c'est l'impasse. Aucun de ces invités ne s'avère lié au meurtre de Mary. L'affaire s'enlise pour la seconde fois. Parfois, une enquête en arrive à un point où l'on n'a plus rien à en tirer. On n'a plus aucune piste à suivre, on n'a aucun indice, pas la moindre pièce à conviction à faire analyser. On se retrouve à l'arrêt et l'affaire finit par être classée sans suite. En 2001, Ted Kitch prend sa retraite. Il referme le dossier Mary Quigley sans avoir pu percer le mystère de sa mort. Je suis sûr que dans la brigade, les inspecteurs passaient leur temps à se demander s'ils avaient des nouvelles de l'affaire Mary Quigley. Les années passaient, mais la police s'intéressait toujours à l'enquête. Elle était toujours dans l'air. Alors, quand Wade Kazem et Michael Chambry réouvrent le dossier presque 30 ans après les faits, ils espèrent vraiment pouvoir résoudre cette affaire qui hante la police de Santa Clara. Je me suis refait le scénario des centaines de fois dans ma tête pour savoir comment elle s'est retrouvée là, à l'endroit où elle a rendu son dernier souffle. Où elle allait comme ça. D'après moi, Mary a été surprise par son agresseur. Pitié, non, arrête. Je n'ai jamais cru que Mary était venue là de son plein gré avec son meurtrier. Pour moi, il semblait évident que c'était forcément quelqu'un qui connaissait bien les lieux, quelqu'un qui était venu ici très souvent et qui savait qu'il pourrait commettre ce crime et prendre la fuite sans être vu ni entendu. L'enquêteur est aussi convaincu que la mise en scène du corps de Mary pendu au grillage peut fournir de précieux renseignements sur le profil du tueur. Il faut brasser le plus large possible tout en essayant de rester logique. Pour moi, le message était « Regardez ce que j'ai fait ».
Les enquêteurs se replongent dans la scène de crime, car chaque détail compte. Le nœud autour de son cou, par exemple. Quel genre de nœud c'était? Qui ferait un nœud pareil? Est-ce que n'importe qui pourrait le faire ou est-ce qu'il est caractéristique d'une profession où il est très pratiqué? On s'attarde sur ces détails. On examine le contenu de son sac qui était éparpillé. Pourquoi était-il sans dessus-dessous? Est-ce que le tueur cherchait quelque chose? Est-ce qu'il a volé quand elle s'est fait agresser? Est-ce qu'elle a frappé le tueur avec? Ou est-ce qu'il a glissé de son bras pendant l'attaque? On examine différents aspects de la scène de crime en essayant de mieux l'appréhender, de comprendre ce qui est passé par la tête du meurtrier pour que ça aboutisse à ça. En presque 30 ans, la police scientifique a aussi fait d'immenses progrès. Grâce à elle, les enquêteurs vont peut-être enfin pouvoir faire parler certains indices prélevés sur la scène de crime. Il y avait beaucoup de pièces à conviction dans cette affaire. Il devait y en avoir environ 6 boîtes pleines. J'ai pris rendez-vous avec la greffière et je lui ai demandé de me sortir tous les indices biologiques gardés au congélateur. Voyons voir. Et là, bonne surprise. L'inspecteur découvre que ces indices ont été soigneusement conservés durant toutes ces années. Une précaution qui va s'avérer très payante. Waouh! Des lames de 77. Les anciens enquêteurs avaient eu la prévoyance de recueillir, sur des lames de microscope recouvertes d'une fine couche de film plastique, du liquide séminal prélevé sur le corps de Marie. Et, incroyable mais vrai, 30 ans plus tard, en 2005-2006, on s'est servi de cette pièce à conviction. Ici Kazem. J'ai besoin de faire des tests ADN au plus vite. Kazem et Chembri mettent tous leurs espoirs dans ces tests. Pour eux, c'est leur dernière chance de pouvoir enfin identifier le meurtrier de Marie Quigley. Depuis 2005, il existe en effet un fichier national des empreintes génétiques qui recense tous les criminels. Et qui sait, celui qui a tué Marie est peut-être fiché. Après 3 semaines d'attente, les enquêteurs reçoivent enfin les conclusions de leur requête. Excuse-moi. Chembri, je vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Aucun résultat. Terrible déception pour les enquêteurs. L'ADN du tueur n'apparaît pas dans la base de données nationale. Il n'appartient à aucun criminel déjà recensé. Mais Kazem et Chembri disposent quand même d'une preuve capitale, l'ADN du tueur. Ils décident alors de le confronter à l'ADN de tous les garçons interrogés au fil de l'enquête. La plupart des hommes qu'on a contactés n'avaient pas donné d'échantillon, et aucun échantillon à leur nom n'était disponible dans le système. Du coup, on a dû aller sur le terrain et récupérer les échantillons un par un. Ça nous a ouvert les yeux. Plusieurs suspects potentiels étaient vraiment sur la défensive et certains ont même refusé de nous donner un échantillon. On a dû faire appel à un avocat pour obtenir leur ADN. Salut, ça va mon pote? Quant à Roger Canares, que Marie accompagnait à la fête, les enquêteurs apprennent qu'il est mort. Sans ADN, comment savoir si ce n'est pas lui, le violeur et le tueur? On peut utiliser l'ADN d'un frère ou d'une sœur pour vérifier qu'il ne présente pas de similitude avec le sperme. Canares a bien un frère, mais il est sans abri. Les enquêteurs partent à sa recherche et finissent par le retrouver au bout de 6 mois. Vous vous appelez bien Canares? Ouais. Frère de feu Roger Canares? Oui. Accepteriez-vous de faire un test ADN pour qu'on sache si on peut le disculper? Oui, sans problème. Ouvrez grand la bouche. Peine perdue, les résultats disculpent Roger Canares. Les enquêteurs décident alors de prélever l'ADN de l'ancien petit ami de Marie, Keith Kearns. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à Marie Quigley. Je n'ai jamais pu me la sortir de l'esprit. Je serais ravi de coopérer de n'importe quelle manière. ADN, polygraphe, ce que vous voulez. L'ADN suffira. D'accord.
J'ai fourni 2 prélèvements et j'ai été innocenté. À juste titre. Vient le tour de Carl Epson. Carl Epson était le meilleur ami masculin de Mary. Elle lui disait tout, elle lui racontait ses problèmes personnels, elle lui parlait de ses histoires de cœur. Et ils discutaient beaucoup quand ils étaient au lycée. Ils n'avaient pas de relation amoureuse. Il l'aimait beaucoup, mais comme on aime sa meilleure amie. Quand on l'a rencontré, plus de 20 ans après les faits, il était devenu alcoolique. Mais il avait une vie normale, il travaillait, il avait une famille. Et lui aussi est disculpé par son ADN. Plus d'une dizaine d'autres personnes, parmi lesquelles des amis, des connaissances de Mary et des gens dont la rumeur disait qu'ils avaient quelque chose à voir avec le meurtre, ont subi des tests ADN et ils ont tous été écartés. En général, dans ce genre d'affaires, on essuie beaucoup d'échecs. Il faut accepter que ça ne sera pas facile et que c'est pour ça que l'enquête n'a jamais abouti. Il faut simplement ouvrir la porte qui nous mènera au coupable. Chambry et Kazem se retrouvent à leur tour dans l'impasse, comme leurs prédécesseurs. À un détail près, l'ADN du tueur est maintenant intégré au fichier national des empreintes génétiques. Or, ce fichier est régulièrement alimenté par l'ADN de nouveaux criminels. Peut-être qu'un jour, il livrera enfin un nom. Vous voulez bien répéter? Richard Archibeck? Richard Archibeck est un délinquant sexuel âgé de 47 ans. Après une agression, son ADN est inséré au fichier. Et là, coup de théâtre, il correspond à celui du violeur de Mary. D'accord, merci. Mais pourquoi cet homme n'a-t-il pas été interrogé plus tôt, au cours de l'enquête? Il ne faisait pas partie des jeunes présents à la fête. On ne lui connaissait pas de relation avec Mary. Et il n'était pas dans son cercle d'amis. Je savais que ça arriverait. Déconcertés, Kazem et Chambry épluchent à nouveau le dossier. Et là, nouveau rebondissement. Ils découvrent que ce Richard Archibeck apparaît bien au cours de l'enquête sur le meurtre de Mary. Le voilà. Le voilà. Son nom était dans un rapport additionnel de 1979 dressé par un sergent à la retraite, qu'il avait interrogé suite à son arrestation pour un crime similaire sur une autre victime féminine. En 1979, soit 2 ans après le meurtre de Mary, un homme tente de violer une adolescente à quelques pas du terrain de baseball où Mary avait été retrouvée morte. Non, arrête! Il avait abordé une jeune fille à peu près du même âge que Mary. Il l'avait emmenée sur un terrain vague avant de l'étrangler et de la forcer à avoir un rapport sexuel. Elle avait également été blessée au visage et au cou, des lésions très semblables à celles de Mary. Non! Sauf que cette fois-là, la lycéenne s'en sort vivante et va porter plainte à la police. Vous sauriez nous le décrire physiquement? Vous vous rappelez à quoi il ressemblait? Ses cheveux étaient longs et bruns et il avait un œil de verre. Avec une telle particularité, la police n'a aucun mal à le retrouver. Il est trop bizarre. En 1977, Richard Archibeck était inscrit au lycée, mais il n'y allait pas beaucoup. C'était un solitaire. Il n'avait pas du tout d'amis. C'était un drôle d'oiseau. Il avait un œil qui vous regardait et l'autre partait complètement sur la gauche. Il n'avait pas l'air de vouloir rester en place. Je crois qu'on peut dire qu'il avait un strabisme assez sévère. Archibeck n'a pas d'amis. Beaucoup le trouvent étrange, d'autant que pour compenser sa petite taille, il met des talons de 8 cm. Les chaussures qu'il portait lui donnaient un petit air de Frankenstein. Elles lui donnaient une démarche bizarre. Archibeck est condamné à 6 ans de prison pour l'agression de la lycéenne. À l'époque, la mort de Mary Quigley est encore dans toutes les mémoires. Alors, quand l'enquêteur qui envoie Archibeck en prison apprend qu'il était allé au lycée avec Mary, il s'interroge forcément. Et si Archibeck était le meurtrier? Avez-vous tué Mary? Il lui a demandé son détour s'il était impliqué dans le meurtre de Mary.
Il a répondu qu'il ne connaissait Marie que de vue, mais qu'il avait entendu parler du meurtre et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. En effectuant quand même des recherches, le policier ne trouve aucune preuve qu'Archibek était à la fête, ni qu'il avait approché Marie ce soir-là. Alors il ne va pas plus loin. Il transmet juste son rapport aux enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. Et ce fameux rapport est glissé dans le dossier Marie Quigley. Pendant ce temps, Archibek purge sa peine pour l'agression de l'autre lycéenne. Une fois sorti, comme tout délinquant sexuel, il est censé fournir un échantillon d'ADN pour la base de données. Mais il n'en fera rien Richard, jusqu'en 2006, où son conseiller d'insertion et de probation finit par le rattraper. je ne vais pas y aller par quatre chemins. Soit vous donnez un échantillon d'ADN, soit vous retournez en prison. Acculé, Richard Archibek finit par fournir son ADN. Et c'est ainsi que son nom surgit dans l'affaire Marie Quigley. Si pendant des années il est passé entre les mailles du filet, dorénavant, il a Kazem et Chembry à ses trousses. Archibek. Pour nous, Archibek ne méritait pas de passer un jour de plus en liberté. On s'est dit que deux agents de police en costume de ville, qui frappent à sa porte en pleine journée, ça ne devrait pas l'alarmer outre mesure. On se trompait lourdement. C'est pas lui là-bas? C'est lui. C'est lui. Il s'échappe. Bon. Allô? Ici Chembry. On veut seulement vous parler. Ah bon? C'est que je suis en Californie du Sud en ce moment. Vous mentez, on vous a vu vous enfuir. Je vais devoir vous rappeler, parce que je suis en train de faire des travaux chez une famille en Californie du Sud. Je sentais qu'il essayait de gagner du temps au bout du fil. J'entendais presque son cerveau tourner à plein régime. Comment je vais m'en sortir? Où je peux aller? Comment je peux m'en dépêtrer? Je lui ai dit, j'ai besoin de vous parler. Et il m'a dit, pas de problème, je viendrai lundi. J'ai dit, non, je veux vous parler maintenant. Il a dit, d'accord, je serai au poste dans 20 minutes. Archibek. Pourquoi vous êtes venu chez moi? On a rouvert l'enquête sur le meurtre de Marie Quigley. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il essayait d'évaluer ce qu'on savait, ce qu'il attendait, ce qui allait se passer, mais il était impassible. Vous vous droguiez au lycée, Richard? Vous formez un duo comique, c'est ça? Vous me faites une sorte de petit numéro, non? C'était il y a une éternité, mon vieux, une éternité. Mais Richard Archibek change vite de ton quand il apprend que son ADN est lié à l'une des plus grosses affaires de meurtre de l'histoire de Santa Clara. Il prend un avocat. Et il adopte une stratégie de défense des plus basiques. Il assure que Marie et lui avaient couché ensemble de manière consentie, plus tôt dans la journée. Mais les analyses de la scène de crime reportées dans le dossier contestent cette version. La preuve ADN indiquait qu'ils n'avaient pas pu se retrouver plus tôt dans la journée pour coucher ensemble. C'était donc qu'il l'avait violée et tuée, et il était le dernier à l'avoir vue vivante. Car il n'y avait aucune trace du sperme de Richard Archibek sur les sous-vêtements de Mary. Ce qui prouvait qu'après qu'il lui avait enlevés, elle ne les avait plus jamais remis. Pour consolider leur accusation, Kazem et Chembry cherchent un autre élément qui pourrait prouver la présence d'Archibek sur le terrain de baseball, la nuit du meurtre. Les enquêteurs d'origine avaient récolté toutes sortes de pièces à conviction sur la scène de crime. On avait tous ses vêtements et le contenu de son sac à main. Et on avait même des brins d'herbe que les policiers avaient coupés, mis de côté et préservés dans le dossier depuis 30 ans. On a trouvé un mélange d'ADN sur les brins d'herbe prélevés juste sous le corps de Mary. Et il s'agissait des ADN de Mary et de Richard Archibek. Cette fois encore, Archibek est confondu par son ADN. C'est certainement lui qui a violé Marie sur le terrain de baseball. Tout l'accuse. Une hypothèse confortée par un dernier coup d'éclat du suspect. Il va définitivement sceller son sort en se vantant du meurtre auprès d'un codétenu. Il parlait à travers les barreaux et Archibek a déballé tout ce qui s'était passé. Tu veux que je te dise?
Archie Beck, lui raconte que cette nuit-là, il était survolté et prêt à tout. Je savais qu'il faisait des fêtes tous les week-ends, ça ne ratait jamais. J'ai pris ma voiture, je me suis planté devant la maison et j'ai attendu qu'elle sorte. Salut. Je peux t'accompagner? Non. Oh, allez, Allez, quoi? allez. Tu veux pas embrasser un mec comme moi? Oh mon Dieu! Non! Allez. Les gens ne se rendent pas compte, et surtout les jeunes filles, qu'une chose pareille peut arriver à tout moment. Que face à des gens pareils, vous n'avez aucune chance. Je pense qu'après l'avoir tué, il s'est mis en tête qu'il aurait peut-être un moyen de s'en tirer s'il arrivait à donner l'illusion qu'elle s'était suicidée. Mais il manque de force pour hisser le corps et maquiller le tout en pendaison. La mise en scène est ratée. Accablé par ses aveux et désigné par son ADN, Richard Archie Beck est reconnu coupable du meurtre de Mary Quigley. Il est condamné à 7 ans de prison, reconductible à perpétuité. 30 ans après le drame, le dossier peut enfin être refermé. On ne s'en est pas réjoui, parce que ça n'allait pas ramener Mary à la vie. Mais c'était une satisfaction de savoir que justice avait été rendue. J'ai passé 29 ans à me demander qui avait fait ça et pourquoi il ne le trouvait pas. Ça m'a redonné foi en l'humanité. Savoir que quelqu'un avait continué de chercher pendant tout ce temps et avait fini par le trouver. Quand j'ai vu Janice, la mère de Mary, descendre les escaliers du tribunal, elle s'est arrêtée devant moi et elle m'a dit « Pendant toutes ces années, je croyais que tu avais tué ma fille. » Et j'ai dit « Je l'aimais, pourquoi je l'aurais tuée ?» Je pense que Janice ne m'en veut plus maintenant, parce qu'elle sait que je n'avais rien à voir avec le meurtre de sa fille. Peut-être qu'elle n'appréciait pas beaucoup ce qu'on faisait à l'époque, et honnêtement, je peux le comprendre. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Un vieil ami m'a appelé et il y avait un tourbillon d'émotions qui se bousculait dans mon esprit. Des milliards de choses me sont passées par la tête et encore aujourd'hui, des années plus tard, je n'ai toujours pas assimilé tout ça. J'ai toujours du mal à y croire. C'est ahurissant. J'étais content qu'on ait trouvé le coupable. C'était une journée riche en émotions. Ça faisait du bien. Ça a montré à la communauté que la police n'abandonne jamais. Et ça a montré aux meurtriers que même 30 ans après les faits, on pouvait les retrouver. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. La nuit était tombée depuis plusieurs heures sur la petite ville de Phoenix. Les lampadaires diffusaient une lumière blafarde sur les rues désertes, dessinant des ombres longues et tremblantes sur les trottoirs fissurés. L'air était lourd, saturé d'une chaleur étouffante qui semblait imprégner chaque maison, chaque ruelle, chaque visage invisible dans l'obscurité. Mary Quigley marchait lentement, ses pas résonnant sur le bitume vide. Elle rentrait chez elle après une longue journée de travail, son sac à main serré contre elle comme une protection fragile contre un monde qui semblait soudainement plus menaçant. Les bruits de la ville avaient disparu, ne laissant que le souffle de son cœur et le cliquetis de ses talons sur le sol. Mary avait toujours eu ce sentiment étrange,
ce pressentiment qui la suivait depuis sa jeunesse, une intuition diffuse que quelque chose de mauvais rôdait toujours à proximité. Elle secouait la tête pour chasser cette pensée, se disant qu'elle exagérait, que la peur ne devait pas gouverner sa vie. Pourtant, ce soir-là, l'air semblait différent. Un souffle humide et froid glissait sur sa nuque, la faisant frissonner malgré la chaleur. Elle jeta un coup d'œil derrière elle, mais ne vit rien. Juste l'obscurité et les silhouettes indistinctes des maisons endormies. Ses pas la menèrent jusqu'à son appartement, un petit logement modeste dans un immeuble ancien aux murs fatigués. En entrant, elle verrouilla la porte avec un soin obsessionnel, comme si ce simple geste pouvait la protéger de ceux qui se cachaient dehors. La lumière de son appartement révéla le désordre tranquille de sa vie quotidienne, quelques vêtements éparpillés, des livres ouverts sur la table basse, et sur le canapé, une couverture pliée avec soin. Marie s'effondra sur le canapé, épuisée, mais incapable de détendre complètement ses muscles crispés par l'anxiété. Elle avait l'impression que quelqu'un l'observait, même dans le silence rassurant de son appartement. Au-dessus d'elle, le ventilateur du plafond tournait lentement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Chaque oscillation créait une sensation d'instabilité, un léger vertige qu'elle ne pouvait expliquer. Elle se leva pour préparer une tasse de thé, espérant que la chaleur et le rituel quotidien l'aideraient à retrouver un peu de calme. Mais lorsqu'elle atteignit la cuisine, le frigo ouvert par inadvertance la fit sursauter. Elle referma doucement la porte, essayant de se persuader qu'il n'y avait rien d'anormal, que tout ceci n'était que le résultat de son imagination. Pourtant, quelque chose était changé. L'air semblait plus dense, plus silencieux. Même les bruits habituels de la rue, lointains mais familiers, avaient disparu. Marie sentit un poids invisible sur ses épaules, une présence qui n'était pas là, mais qui existait d'une manière inexplicable et inquiétante. Elle secoua la tête, s'efforçant de rationaliser ce malaise, mais l'inquiétude persistait, s'insinuant dans chaque fibre de son être. Elle décida de se coucher, espérant que le sommeil dissiperait cette sensation oppressante. En entrant dans sa chambre, elle ferma les rideaux pour bloquer la lumière artificielle de la ville et s'allongea sous ses couvertures, enroulée dans une étreinte fragile de sécurité. Mais le sommeil se refusa à venir. Chaque bruit, chaque craquement du bâtiment, chaque souffle du vent contre la fenêtre semblait se transformer en menace. Marie se retourna plusieurs fois, regardant l'horloge. Les minutes s'écoulaient lentement, lourdes de tension. 2h30, 3h, 3h15, le silence était presque trop pesant, presque palpable. Puis, un bruit différent attira son attention. Un bruit qui ne faisait pas partie des bruits habituels de la nuit. Un chuchotement, ou peut-être un froissement léger, provenant du couloir. Marie retint son souffle. Son instinct la poussait à se lever, à vérifier, mais son corps semblait paralysé par la peur. Elle sentit ses mains devenir moites, ses articulations raides, comme si chaque fibre de son corps s'était figée dans l'attente d'un danger imminent. Le froissement se répéta, plus proche cette fois. Quelqu'un était là, dans son appartement, quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Dans un geste presque automatique, elle saisit son téléphone et composa le numéro de la police, la voix tremblante, chuchotante. « Allô, je crois qu'il y a quelqu'un dans mon appartement », mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un silence glacial s'abattit sur la ligne. Pas de son, pas de réponse. Puis un souffle qui n'était pas le sien, tout près de son oreille. Marie cria, mais aucun son ne sortit de sa gorge. L'ombre se matérialisa devant elle, une silhouette indistincte dans la pénombre, et tout sembla ralentir. Chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. Elle sentit une main se poser sur son bras, ferme et implacable, et l'attraction vers le couloir. La terreur la submergea. Marie se débattit, tenta de crier, mais tout était vain. Le monde autour d'elle se rétrécissait, les murs semblaient se refermer, et dans le noir absolu, elle perçut le visage de son agresseur, ou du moins, ce qu'elle imaginait être son visage. Une expression vide, presque mécanique, qui n'exprimait aucune émotion humaine. Le cœur de Marie battait à tout rompre, son esprit refusant d'accepter la réalité de ce qui se passait. Et puis, tout s'arrêta. Un silence complet, plus profond que celui de la nuit elle-même. La main qui la retenait disparut, l'ombre se dissipa comme si elle n'avait jamais existé. Marie tomba sur le sol, haletante, tremblante de la tête aux pieds. Son esprit était en état de choc, incapable de comprendre la frontière ténue entre réalité et cauchemar. Les minutes suivantes furent un mélange confus de sanglots, de prières silencieuses et de tentatives désespérées pour retrouver un semblant de contrôle. Lorsque finalement la police arriva,
alertée par le voisin qui avait entendu ses cris étouffés, Marie était encore en état de choc. Elle raconta son expérience avec des détails hachés, parfois incohérents, des fragments de peur et de confusion qui défiaient la compréhension rationnelle. Les agents écoutèrent attentivement, notant chaque mot, chaque expression de terreur, mais le doute planait. Était-ce le résultat d'une imagination hyperactive? D'un stress accumulé? Ou y avait-il vraiment quelqu'un qui avait franchi la frontière fragile entre sécurité et chaos cette nuit-là? Les premières investigations ne révélèrent rien. Pas de traces d'effraction, pas d'empreintes, pas de témoins directs. L'appartement semblait intact, presque trop intact, comme si l'ombre qui avait terrifié Marie n'avait jamais existé. Pourtant, son témoignage était sincère, empreint de cette peur viscérale que l'on ne peut feindre. Les policiers échangèrent des regards lourds de perplexité. Ils avaient vu la terreur dans ses yeux, la certitude qu'elle croyait ce qu'elle racontait. Mais la réalité tangible, matérielle, restait désespérément silencieuse. Marie fut conseillée de rester chez elle, d'être prudente, mais chaque minute seule dans ce petit appartement devint un supplice. Elle entendait encore les bruissements, les chuchotements, les ombres qui semblaient danser juste au coin de son regard. Ces nuits étaient désormais hantées par l'anticipation du cauchemar, par l'attente du moment où la réalité et l'horreur se confondraient à nouveau. Et dans cette attente, elle sentait une présence persistante, invisible mais oppressante, qui ne la lâchait jamais vraiment. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'angoisse et de suspicion. Marie ne pouvait plus faire confiance à son propre jugement. Chaque visite, chaque bruit, chaque appel téléphonique devenait un potentiel danger. Elle voyait des silhouettes là où il n'y avait que des murs, entendait des voix qui n'existaient pas. Pourtant, au fond de son esprit, une petite voix insistante lui disait que ce n'était pas seulement son imagination. Quelque chose de réel, de sinistre, rôdait dans l'ombre, et tôt ou tard, il reviendrait. Ce qui avait commencé comme une nuit ordinaire se transforma en un cauchemar vivant, un rappel brutal que le monde n'est jamais totalement sûr, que le mal peut se glisser dans les fissures les plus invisibles de notre quotidien. Et pour Marie Quigley, la peur devint un compagnon constant, un spectre silencieux qui la suivrait longtemps après que la lumière du jour serait revenue sur Phoenix. Mais derrière l'angoisse et le mystère, une question plus sombre et plus pressante surgit, qui était cette présence? Et pourquoi avait-elle choisi Marie, seule et vulnérable, pour devenir le théâtre de ce cauchemar au cœur de la nuit? Les réponses étaient loin d'être simples, et la route vers la vérité serait longue, sinueuse et semée d'ombre. Les jours qui suivirent furent une succession de nuits blanches et de journées floues, où Marie errait entre peur et paranoïa. Chaque son, chaque mouvement, même le plus insignifiant, la faisait sursauter. Elle commença à noter tout ce qu'elle voyait et entendait dans un carnet, comme pour matérialiser ses cauchemars et tenter de les contrôler. Mais malgré ses efforts, l'angoisse restait un compagnon silencieux et oppressant. Les policiers, bien que sympathiques, restaient sceptiques. Les preuves matérielles manquaient, et la rationalité des adultes qui l'entouraient s'opposait à la peur viscérale qui la dévorait de l'intérieur. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Dans le voisinage, des murmures circulaient, des bribes d'histoires anciennes, oubliées ou refoulées par le temps. Des rumeurs sur des disparitions inexpliquées, sur des hommes qui apparaissaient et disparaissaient dans l'obscurité, sur des cris étouffés que personne n'osait suivre. Marie entendit ces histoires par hasard, lors d'une conversation furtive avec une voisine âgée qui balayait le seuil de son appartement. La vieille femme la regarda avec des yeux emplis de secrets et de peur. « Faites attention, ma chère, certaines choses ne dorment jamais vraiment. » Ces paroles ne firent qu'amplifier son malaise. Chaque nuit, la peur prenait des formes nouvelles, plus insidieuses. Elle entendait des pas dans les couloirs de l'immeuble, des cliquetis à la fenêtre, comme si quelqu'un observait chaque mouvement, attendant le moment parfait pour frapper. Elle tenta de renforcer ses serrures, de bloquer les fenêtres, mais aucune précaution ne semblait suffisante. L'invisible continuait à rôder, comme un prédateur patient, déterminé et implacable. Un soir, alors qu'elle était assise dans le salon à tenter de lire pour se distraire, elle remarqua une feuille glissée sous sa porte. Ses mains tremblaient en la ramassant. Sur cette feuille, il n'y avait qu'un mot, écrit d'une main ferme et nette, « Je te vois ». Marie sentit son sang se glacer. Le message n'était pas seulement une menace, il était la preuve tangible que quelqu'un pénétrait dans son espace privé, observait ses mouvements, ses habitudes, son sommeil. Son cœur battait à tout rompre, et pourtant, elle sut qu'elle devait réagir avec prudence. Elle contacta immédiatement la police, qui envoya un agent pour vérifier les lieux. Mais là encore, aucune trace d'intrusion. Pas de caméra, pas de serrure forcée,
pas de chaussures boueuses sur le tapis de l'entrée. C'était comme si l'auteur de ce message pouvait traverser les murs, disparaître et réapparaître à sa guise. Les jours suivants, Marie se mit à filmer son appartement, à installer des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement, mais rien n'indiquait la présence d'un intrus. Pourtant, elle continuait à sentir cette présence, à l'apercevoir parfois dans le coin de l'œil, à percevoir des respirations qu'elle n'était pas censée entendre. La frontière entre réalité et hallucination s'amincissait. Elle commença à douter d'elle-même, de sa propre santé mentale, de sa capacité à discerner le vrai du faux. La tension monta d'un cran le jour où elle décida de quitter son appartement pour se rendre chez un ami, espérant retrouver un peu de normalité. En descendant les escaliers, elle sentit un souffle glacial sur sa nuque. Elle se retourna vivement, mais la cage d'escalier était vide. Un frisson de peur parcourut son échine, et elle se hâta de quitter l'immeuble, les mains tremblantes et le cœur battant. Chaque pas dans la rue lui semblait surveillé, chaque ombre une menace potentielle. Elle arriva finalement chez son ami, qui l'accueillit avec surprise et inquiétude. « Marie, tu as l'air épuisée, tu ne dors presque pas », dit-il, en posant une main compatissante sur son épaule. Elle acquiesça, incapable de formuler des mots cohérents, et raconta, par bribes, les événements des dernières nuits. L'ami l'écouta attentivement, le visage grave. « Tu dois être prudente et peut-être que tu devrais chercher de l'aide professionnelle. Il y a quelque chose de plus profond ici. » Cette suggestion résonna dans l'esprit de Marie. Elle savait qu'elle devait agir, que rester seule dans son appartement ne ferait qu'aggraver sa terreur. Elle prit rendez-vous avec un psychologue spécialisé dans les traumatismes et les expériences de peur intense. Lors de la première séance, elle parla de la présence invisible, des ombres dans le couloir, des messages, des bruits nocturnes. Le psychologue nota chaque détail avec attention, mais son regard resta analytique, presque froid. Il est possible que ce que vous ressentez soit le résultat d'une hypervigilance extrême, d'un stress accumulé, d'éléments traumatisants non traités. Mais il est également possible que votre instinct capte des signaux que nous ne percevons pas rationnellement. Marie quitta le cabinet avec un sentiment mitigé. Les mots du psychologue l'avaient rassurée, mais aussi plongée dans un doute profond. Était-elle en train de perdre la raison, ou quelque chose de réel rôdait réellement dans l'ombre de sa vie? Ce doute incessant la suivait, un compagnon invisible qui nourrissait chaque peur, chaque paranoïa, chaque hésitation. Quelques jours plus tard, la situation prit une tournure encore plus inquiétante. Marie reçut un appel téléphonique sans nom affiché. Une voix rauque et lente murmura simplement « Tu ne peux pas te cacher, je suis toujours là ». Le téléphone tomba de ses mains tremblantes. La police fut contactée, mais l'appel était introuvable, comme effacé par une main invisible. La menace était claire, directe, et pourtant, elle restait intangible, impossible à saisir ou à traquer. Cette série d'événements transforma Marie. Son comportement changea, elle devint méfiante, prudente, presque obsessionnelle dans la gestion de sa sécurité. Chaque détail de sa vie quotidienne fut scruté, réévalué. Les serrures, les fenêtres, les habitudes, les trajets, tout devait être contrôlé, anticipé. Pourtant, aucune précaution ne semblait suffisante. La présence qui la hantait, qu'elle pouvait parfois sentir et parfois simplement imaginer, persistait. Une nuit, elle décida de prendre le contrôle de la situation. Elle installa une caméra dans sa chambre et se cacha derrière la porte, observant l'écran de son téléphone avec une attention fébrile. Les heures passèrent, longues et silencieuses, jusqu'au moment où, enfin, quelque chose apparut. Une silhouette indistincte, presque transparente, se déplaçait lentement dans la pièce. Marie retint son souffle. Son cœur battait à tout rompre. La silhouette s'approcha du lit, puis disparut brusquement, comme si elle n'avait jamais été là. Ce fut le point de bascule. Marie comprit que ce qu'elle vivait n'était pas seulement une question de peur psychologique. Quelque chose, quelqu'un, jouait avec elle, testait ses limites, la poussait vers un état de terreur maximale. Elle réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même, que la frontière entre le monde visible et le monde invisible avait été brisée. Chaque pas, chaque décision, chaque nuit serait désormais teintée par cette peur persistante. Alors qu'elle réfléchissait à ces événements, Marie se souvint des récits anciens qu'elle avait entendus dans son quartier, des histoires de disparitions et de présences étranges qui semblaient hanter certaines rues depuis des décennies. Une pensée glaciale traversa son esprit, et si cette entité n'était pas nouvelle? Et si elle faisait partie d'un cycle, d'une série d'attaques répétées, invisibles mais mortelles pour ceux qui en étaient témoins? L'angoisse monta d'un cran, mais cette fois,
elle était accompagnée d'une détermination féroce. Marie savait qu'elle devait comprendre, découvrir la vérité, même si cette vérité s'avérait terrifiante. Dans les semaines qui suivirent, Marie commença à rassembler des indices, à noter chaque détail, chaque événement étrange, chaque signe subtil. Elle analysa les horaires, les sons, les mouvements. Elle comparait ses observations avec les rumeurs anciennes, les histoires de voisins et de connaissances. Petit à petit, un motif commença à émerger, subtil mais distinct, la présence semblait choisir des moments précis, des intervalles précis, une logique cachée derrière l'horreur apparente. Cette découverte, bien que maigre, donna à Marie un sentiment de contrôle. Pour la première fois depuis le début de son cauchemar, elle sentait qu'elle pouvait anticiper, peut-être même confronter, cette force qui la traquait. Mais cette anticipation venait avec un prix, chaque minute passée dans l'ombre de cette présence augmentait son anxiété, chaque pas dans l'obscurité renforçait son sentiment de vulnérabilité. La peur et la stratégie se mêlaient, créant un état d'alerte constant, presque insoutenable. Et puis, un événement inattendu se produisit. Lors d'une sortie rare pour acheter des provisions, Marie croisa le regard d'un inconnu dans un supermarché. L'homme semblait banal, presque invisible, mais ses yeux étaient d'une intensité troublante, comme s'il traversait son âme. Un frisson parcourut Marie. La sensation de déjà-vu, la reconnaissance instinctive d'un danger ancien, la fit reculer. L'inconnu détourna le regard et disparut dans la foule, mais Marie sut qu'il était lié à tout ce qui se passait. Une nouvelle dimension venait d'être ajoutée à son cauchemar, le danger n'était plus seulement dans son appartement, il était partout, infiltrant le monde réel, prêt à surgir à tout moment. Marie rentra chez elle, le cœur battant, consciente que sa vie venait de basculer dans un territoire où la peur et la vigilance ne connaîtraient jamais de répit. La nuit tomba à nouveau, lourde et silencieuse, et avec elle, le souvenir des ombres, des voix, des menaces. Mais pour la première fois, au milieu de cette terreur, une détermination commença à émerger. Marie savait qu'elle devait affronter la présence, comprendre son fonctionnement, et peut-être découvrir, enfin, qui ou quoi avait choisi de transformer son quotidien en cauchemar. Les jours se succédaient, lourds et étouffants, et Marie Quigley sentit progressivement la frontière entre réalité et cauchemar s'effriter. Chaque son, chaque vibration du monde extérieur semblait posséder une signification inquiétante. Même le vent qui faisait claquer les volets ou les branches qui grattèrent contre les fenêtres laissaient en elle une trace de terreur irrationnelle mais persistante. Ces nuits étaient désormais ponctuées de sursauts, ses rêves imprégnés d'ombres mouvantes et d'une présence intangible qui la suivait jusqu'au seuil de la conscience. Elle passa plusieurs heures à relire les notes accumulées depuis les premières nuits de peur. Les messages, les bruissements, les apparitions fugitives, tout semblait former un réseau complexe de signes et de motifs. Marie, avec la précision d'une détective, commença à tracer des lignes, à relier des points, à identifier des répétitions, des schémas dans la séquence des événements. Et alors qu'elle observait ces notes, une idée obsédante s'imposa, et si l'intrus ne cherchait pas seulement à l'effrayer, mais à communiquer quelque chose? Cette pensée transforma sa peur en un mélange d'angoisse et de détermination. Marie commença à s'intéresser à chaque détail apparemment insignifiant, les objets déplacés légèrement, les traces de pas qui disparaissaient dans l'ombre, le souffle froid sur sa nuque. Tout devint un indice potentiel, et elle s'arma d'un mélange de courage et de prudence pour tenter de comprendre. Elle installa de nouvelles caméras, plus discrètes, et programma des enregistrements toute la nuit. Chaque mouvement, chaque ombre, chaque frémissement fut observé avec un œil attentif, un esprit aiguisé par l'angoisse et la nécessité de survivre. Mais ce qui semblait au début être une simple surveillance se transforma rapidement en une confrontation psychologique. L'intrus, si tant est qu'il exista réellement, adaptait ses apparitions, modifiait ses comportements, presque comme s'il répondait à ses mesures de sécurité. Les caméras captaient des silhouettes floues, des déplacements imperceptibles, des figures que Marie devait scruter avec une attention extrême pour discerner. Chaque soir, elle s'attendait à voir quelque chose, et chaque soir, une tension insoutenable s'installait. Les contacts avec la police devenaient de plus en plus fréquents. Marie relatait ses observations, ses découvertes, ses théories. Les enquêteurs notaient tout avec un sérieux professionnel, mais l'absence de preuves concrètes continuait de freiner toute action décisive. La frontière entre le paranormal, l'obsession et la réalité tangible restait floue, et Marie sentit que le monde officiel, rationnel, ne pourrait jamais complètement appréhender ce qu'elle vivait. Une nuit, alors qu'elle observait attentivement l'écran de son téléphone, elle remarqua quelque chose de différent. Une ombre apparut non pas dans son appartement, mais dans le reflet d'un miroir sur le mur opposé.
La silhouette semblait la regarder, figée, presque humaine dans sa posture, mais dépourvue de traits distincts. Marie sentit une vague de terreur pure traverser son corps, un mélange de peur instinctive et de fascination morbide. Elle s'approcha lentement, en essayant de ne pas provoquer le mouvement de l'ombre, et pourtant, avant qu'elle ne puisse réagir, la silhouette disparut, comme si elle n'avait jamais existé. Cette apparition fugace changea tout. Marie comprit que l'intrus possédait un contrôle presque surnaturel sur l'espace et la perception. Les règles ordinaires de la physique et de la présence humaine semblaient ne plus s'appliquer. Chaque pièce, chaque objet, chaque reflet devenait un potentiel lieu de contact avec l'invisible. La peur s'amplifiait, mais la curiosité et le besoin de comprendre grandissaient également. Marie sentait qu'elle devait franchir la ligne de l'observation passive et tenter une confrontation, même au prix de sa sécurité. Au même moment, la ville elle-même semblait réagir. Les nouvelles locales rapportaient des incidents bizarres, des disparitions inexplicables, des bruits étranges dans certains quartiers, des témoins décrivant des silhouettes indistinctes, comme si l'ombre qui hantait Marie n'était pas confinée à son appartement. L'idée que tout ceci pouvait faire partie d'un phénomène plus vaste, peut-être ancien, se forma dans son esprit. Marie se rendit compte que sa peur, sa terreur personnelle, était peut-être connectée à quelque chose de plus vaste, un mystère qui dépassait l'individu et touchait le tissu même de la ville. Les semaines suivantes furent un mélange de surveillance, d'analyse et de confrontation progressive. Marie apprit à reconnaître les signes précurseurs de l'apparition de l'intrus, un souffle froid, un déplacement imperceptible, un changement subtil de la lumière. Elle commença à anticiper la présence invisible, à préparer des dispositifs, à créer des pièges symboliques qui, bien que fragiles, lui donnaient un sentiment de contrôle. Mais l'intrus, comme un maître du jeu cruel, adaptait toujours son comportement, évitant les dispositifs, modifiant ses apparitions, comme pour tester la résilience mentale de Marie. Une nuit, l'impensable se produisit. Alors qu'elle était assise dans le salon, le téléphone sonna. C'était un appel anonyme. La voix, lente et glaciale, murmura simplement « Tu approches de la vérité mais es-tu prête à la voir ?» Marie sentit une onde de terreur pure parcourir son corps, mais également une étrange excitation. La communication directe avec l'intrus, l'admission qu'une logique existait derrière le chaos, transformait sa peur en une obsession nouvelle, comprendre, découvrir, affronter. Marie décida alors de documenter chaque aspect de sa vie, non seulement pour sa propre sécurité, mais pour tenter de capturer l'intrus sur le plan tangible. Elle utilisa des caméras, des enregistreurs sonores, des capteurs de mouvement, et créa un réseau de surveillance complexe à l'intérieur de son appartement. Chaque bruit, chaque reflet, chaque sensation était enregistrée, analysée, notée. La vie quotidienne devint une enquête continue, une bataille mentale contre l'invisible, mais aussi une forme de résistance. Parallèlement, elle commença à explorer l'histoire de la ville, cherchant des cas similaires, des événements oubliés, des disparitions ou incidents étranges qui pourraient éclairer la nature de ce qui la hantait. Elle découvrit des archives anciennes, des articles de journaux poussiéreux, des témoignages de résidents âgés. Petit à petit, un fil rouge apparut, des anomalies inexpliquées dans différents quartiers, parfois séparés par des années, mais toutes partageant des motifs similaires, des ombres, des présences fugaces, des peurs irrationnelles. L'idée que l'intrus était peut-être un phénomène cyclique, ancien et méthodique, commença à s'imposer. La pression mentale et physique sur Marie s'intensifia. Ses journées étaient ponctuées de fatigue extrême, de sursauts, de vigilance constante. Ses nuits restaient un champ de bataille où chaque ombre pouvait devenir une menace. Et pourtant, son esprit analytique refusait de céder complètement. Chaque peur était transformée en indice potentiel, chaque observation, en piste. Marie devenait une détective du paranormal, un mélange fragile de rationalité et de terreur, confrontée à un mystère qui semblait défier toute logique humaine. Et puis, un soir, quelque chose de différent se produisit. L'intrus laissa un objet tangible sur son lit, un petit carnet, ouvert à une page où étaient inscrits quelques mots « Le cauchemar n'est que le début ». Le contact avec le monde matériel transforma l'angoisse en un mélange de peur et de fascination intense. L'intrus n'était plus seulement une présence invisible, il était capable d'interagir avec le monde réel, de communiquer, de manipuler. Marie sentit que le temps pressait, que chaque nuit passée était un test, une étape dans un plan plus vaste et terrifiant. Elle décida de répondre, non pas par la peur, mais par la préparation. Elle créa un espace dans l'appartement où chaque objet, chaque reflet, chaque détail pouvait être utilisé comme observation et piège. Elle commença à parler à l'intrus, non pas avec la voix tremblante de la victime,
mais avec une détermination froide et mesurée, « Je sais que tu es là. Montre-toi si tu oses. » Le silence qui suivit fut presque tangible, lourd et pesant. Puis, comme une réponse muette, une ombre fugace glissa à travers la pièce, un mouvement subtil mais impossible à ignorer. Marie sentit un mélange étrange d'adrénaline et de terreur. Elle était enfin confrontée, pour la première fois, à la réalité de ce qui la hantait. L'intrus existait, et il possédait une maîtrise presque surnaturelle de l'espace et de la perception. Mais Marie n'était plus seulement la victime passive d'une peur incontrôlable, elle était devenue une participante active, une chercheuse de vérité, une combattante dans un jeu dangereux où la frontière entre vie et cauchemar était presque inexistante. La ville continuait à dormir, inconsciente des horreurs et des mystères qui se jouaient derrière les murs d'un appartement modeste. Mais pour Marie, chaque minute passée éveillée, chaque observation, chaque analyse était une pièce d'un puzzle dont la finalité restait inconnue, mais dont l'importance ne faisait aucun doute. Le cauchemar avait commencé, mais il n'était pas fini. Et Marie savait que les jours à venir seraient décisifs, qu'elle devait trouver la logique derrière l'invisible, ou risquer de se perdre dans un labyrinthe de terreur dont personne ne pourrait la sauver. Les semaines suivantes devinrent un enfer quotidien pour Marie Quigley, où chaque instant éveillé était un mélange de vigilance extrême et de paranoïa. L'appartement, qu'elle avait tenté de transformer en sanctuaire, se muait en véritable piège pour l'intrus. Caméras, capteurs, reflets stratégiquement placés, rien n'échappait à l'observation minutieuse de Marie. Pourtant, malgré cette préparation obsessive, la présence continuait à se manifester, plus subtile et insidieuse que jamais, comme si elle cherchait à tester ses limites, à étendre son territoire invisible dans chaque recoin de la maison. Une nuit, alors que Marie scrutait l'écran de ses caméras, elle aperçut quelque chose qui la glaça d'effroi. Une silhouette se mouvait lentement dans son salon, mais cette fois, elle semblait consciente des dispositifs, évitant les zones éclairées par les caméras, glissant dans les angles morts avec une précision presque mécanique. Marie sentit une peur intense la traverser, mais au lieu de fuir, elle resta figée, observant chaque mouvement, notant chaque détail, chaque geste. L'intrus n'était pas seulement une menace, c'était un maître du jeu, un stratège invisible, patient et méthodique. Le lendemain, épuisée mais déterminée, Marie décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Elle sortit pour rencontrer un ancien détective privé, quelqu'un qui avait traité des affaires insolites, des disparitions et des phénomènes inexpliqués. Elle espérait que son expérience lui permettrait de comprendre la logique derrière cette présence. Le détective, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perçant, écouta attentivement son récit, prenant des notes détaillées. « Vous ne parlez pas seulement d'une peur subjective, Marie. Vous décrivez un comportement structuré, presque intelligent. Cela dépasse le simple harcèlement. » Ces mots renforcèrent en Marie un mélange de crainte et de détermination. Si l'intrus possédait une logique et une intelligence, alors il devait être possible de la déchiffrer. Avec l'aide du détective, elle commença à analyser chaque événement passé, chaque apparition, chaque message. Ils cherchèrent des motifs temporels, spatiaux, psychologiques. Une découverte inquiétante émergea, l'intrus semblait non seulement prédire ses réactions, mais également anticiper ses stratégies. Chaque mouvement de Marie était attendu, chaque dispositif de surveillance contourné. La peur se mêlait désormais à l'obsession analytique. Dans les jours qui suivirent, Marie renforça ses défenses, installa de nouvelles caméras, des capteurs de mouvement et des enregistreurs audio dans chaque pièce. Elle passa ses journées à analyser les enregistrements, à comparer les anomalies, à tracer des schémas et à rechercher des indices. Ces nuits, elle, était un champ de bataille psychologique. Chaque souffle, chaque craquement, chaque ombre était surveillée, consignée, interprétée. La présence se faisait plus audacieuse, plus précise, mais Marie commençait à détecter un motif, un rythme presque imperceptible dans le chaos. Une nuit, alors qu'elle examinait les enregistrements, un détail la frappa, une silhouette apparaissait toujours à des intervalles précis, souvent lorsque Marie croyait être seule et en sécurité. La répétition semblait trop régulière pour être aléatoire. Marie sentit une lueur d'espoir, mêlée à une terreur croissante. Si un schéma existait, alors elle pouvait préparer un piège, anticiper l'apparition et peut-être confronter la présence de manière directe. Elle passa plusieurs jours à planifier méticuleusement chaque détail. Les caméras furent réarrangées, les capteurs calibrés pour enregistrer le moindre mouvement, et un système de lumière fut installé pour surprendre l'intrus lorsqu'il apparaîtrait. Marie se sentait à la fois terrifiée et invincible. La confrontation approchait, et avec elle, la certitude qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière.
Le soir de la confrontation, l'appartement était silencieux, oppressant. Marie, armée de ses enregistreurs et de son carnet, attendit. Les heures passèrent, lentes et lourdes. Puis, à l'heure exacte prévue selon son analyse, une présence se manifesta. L'ombre glissa dans le champ de vision des caméras, et Marie sentit son cœur battre à un rythme effréné. Elle alluma la lumière à un angle précis, et l'ombre recula, presque instinctivement, avant de disparaître dans un coin de la pièce. Marie sut que le moment était venu. Avec une respiration contrôlée, elle s'avança dans l'appartement, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque reflet, chaque mouvement. Elle parlait à voix basse, posant des questions à la présence invisible, essayant de comprendre son identité, sa motivation, son objectif. Aucun son ne lui répondit, mais la pièce semblait vibrer d'une tension palpable, comme si l'air lui-même attendait la prochaine action. Puis, un bruit distinct, presque humain, retentit derrière elle. Marie se retourna brusquement et aperçut une silhouette plus nette que jamais. Les contours étaient flous, mais la forme humaine était indéniable. L'intrus la fixait, immobile, et pour la première fois, Marie eut le sentiment que leur confrontation n'était pas seulement physique, mais mentale. Un jeu de volonté s'était installé, silencieux, intense, où chaque mouvement, chaque respiration, chaque regard était un test de force et de détermination. Pendant de longues minutes, ils se faisaient face dans un silence oppressant, chacun observant, analysant, testant les réactions de l'autre. Marie sentit une montée d'adrénaline et de peur, mais aussi une clarté rare, elle comprit que la seule manière de survivre était de ne pas céder à la terreur, de rester consciente, vigilante et rationnelle malgré l'inexplicable. Puis, comme un souffle, la silhouette recula et disparut dans un coin sombre, laissant derrière elle un objet tangible, une petite boîte, posée sur le sol. Marie, les mains tremblantes, l'ouvrit et découvrit à l'intérieur une série de notes cryptiques. Les mots étaient simples, mais leur signification semblait codée, destinée à tester son esprit autant que son courage, chaque vérité a un prix. Oses-tu payer le tien? Ce message transforma la peur en un mélange de défi et d'obsession. Marie comprit que l'intrus n'était pas seulement un prédateur, mais également un manipulateur, orchestrant une série de tests psychologiques pour la pousser à ses limites. Elle ressentit un mélange de colère et de détermination, elle ne serait plus une victime passive. Elle allait suivre le fil, décoder les messages, anticiper les mouvements, et peut-être découvrir la vérité derrière ce cauchemar vivant. Les jours suivants, Marie continua sa quête avec une intensité nouvelle. Elle analysa chaque note, chaque apparition, chaque anomalie, cherchant des indices cachés dans la structure du message, dans les répétitions, dans les détails apparemment insignifiants. Elle commença à élaborer des hypothèses sur l'identité possible de l'intrus, sur sa méthode, sur sa logique. Tout semblait indiquer une connaissance intime de son environnement, une capacité à anticiper les réactions humaines avec une précision déconcertante. Cependant, cette obsession avait un prix. La fatigue, le stress, la vigilance constante affectaient son corps et son esprit. Elle se surprenait à frissonner à chaque bruit, à sursauter pour le moindre mouvement, à interpréter le moindre détail comme un indice ou une menace. Ses amis et le détective privé observaient avec inquiétude, Marie n'était plus seulement une femme effrayée, elle était devenue une stratège de l'ombre, prisonnière de sa propre détermination et de la peur qui l'habitait. Une nuit, alors qu'elle examinait ses enregistrements, Marie aperçut quelque chose qui la fit reculer, un visage, partiellement visible dans le reflet d'un miroir, fixe et froid, mais suffisamment net pour qu'elle reconnaisse une expression intentionnelle, presque humaine. Ce n'était pas seulement une ombre ou un mouvement, c'était une présence consciente, un observateur capable de se montrer et de disparaître à volonté. Marie sentit la peur et l'excitation se mêler en elle. Elle avait enfin une preuve tangible que l'intrus existait réellement, et que ses capacités dépassaient de loin ce qu'elle avait pu imaginer. À partir de ce moment, chaque action de Marie devint méthodique, chaque mouvement réfléchi, chaque pensée orientée vers la confrontation finale. Elle savait que le temps pressait, que l'intrus continuerait à la tester, à la manipuler, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait, ou qu'elle découvre enfin la vérité. Le cauchemar avait atteint un nouveau niveau de complexité, la peur n'était plus seulement une réaction, elle était devenue un jeu de stratégie, un duel silencieux entre deux intelligences, l'une visible et humaine, l'autre invisible mais redoutablement consciente. Marie Quigley avait franchi un seuil, elle n'était plus seulement une victime effrayée, elle était devenue une enquêtrice de l'invisible, prête à affronter l'inconnu, à décoder les signes, à anticiper les mouvements. Le chemin devant elle restait obscur, incertain et terrifiant, mais elle savait désormais qu'elle devait avancer, coûte que coûte. Le cauchemar ne faisait que commencer, et chaque nuit, chaque ombre,
chaque souffle, la rapprochait d'une vérité dont l'ampleur et la gravité dépassaient tout ce qu'elle avait pu imaginer. Les nuits s'allongeaient et Marie Quigley sentit peu à peu sa perception du monde changer. Ce qui avait commencé comme un simple cauchemar s'était transformé en un défi quotidien, un puzzle dont la résolution semblait désormais indispensable à sa survie mentale. Chaque son devenait un indice, chaque ombre un signal potentiel. Son appartement, autrefois un refuge, ressemblait maintenant à une salle de guerre, tapissée de notes, de caméras, de détecteurs et de plans méticuleusement élaborés. Tout était pensé pour anticiper la prochaine apparition de l'intrus, pour transformer la peur en contrôle, ou du moins, en tentative de contrôle. Pourtant, plus Marie mettait en place ces dispositifs, plus l'intrus semblait jouer avec elle. Il ne se contentait plus de simples manifestations physiques ou de messages cryptiques. Parfois, elle percevait un murmure à peine audible, un souffle qui parcourait l'air comme un prédateur invisible. D'autres fois, elle remarquait que certains objets, laissés immobiles la veille, avaient changé de place de manière imperceptible. L'intelligence derrière ces actions semblait calculée, méthodique, presque humaine, mais impossible à attribuer à un corps physique qu'elle aurait pu confronter directement. Marie décida de documenter ces anomalies de manière systématique. Chaque soir, elle notait l'heure exacte de chaque phénomène, les détails spécifiques, les conditions de lumière, la position des objets, les sons ambiants. Elle établit des tableaux, relia des événements, chercha des motifs. Elle découvrit alors un schéma troublant, certaines apparitions et anomalies suivaient un rythme précis, mais irrégulier, comme si quelqu'un ajustait intentionnellement le tempo pour maintenir un niveau constant de tension psychologique. Cette découverte, loin de la rassurer, intensifia sa détermination. La tension mentale et physique pesait de plus en plus lourdement sur elle. Les journées semblaient interminables, chaque bruit la faisait sursauter, chaque ombre la faisait reculer. Pourtant, dans cette peur intense, un sentiment de lucidité rare émergeait. Marie comprit que pour survivre et comprendre, elle devait non seulement anticiper les mouvements de l'intrus, mais aussi pénétrer sa logique, deviner ses intentions. Ce n'était plus un simple jeu de cache-cache, c'était une enquête à haut risque, où chaque erreur pouvait avoir des conséquences dramatiques. Une nuit, alors qu'elle observait les enregistrements des caméras, un détail attira son attention, une silhouette apparaissait systématiquement à certains angles précis, mais disparaissait dès que la lumière ou les capteurs étaient activés. Cette interaction subtile avec l'environnement montrait une maîtrise de l'espace et du temps impressionnante. Marie commença à théoriser que l'intrus possédait une compréhension profonde de la perception humaine, qu'il savait exactement comment manipuler l'ombre et la lumière pour créer peur et confusion. Elle sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale, mais son esprit d'enquêtrice refusa de céder à la panique. Décidée à aller plus loin, Marie décida de mettre en place un piège plus sophistiqué. Elle déplaça certains objets stratégiques, installa des miroirs pour multiplier les angles de vue, et créa un réseau complexe de lumière et de capteurs. Chaque élément était conçu pour révéler, au moindre mouvement, la présence de l'intrus. Cette préparation minutieuse était épuisante, mais elle lui donna un sentiment de contrôle, un semblant de pouvoir face à une menace jusque-là intangible. Alors qu'elle observait le résultat de son travail, Marie sentit une présence familière derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Puis, un bruit léger, presque imperceptible, fit vibrer le sol, une silhouette floue glissa devant l'un des miroirs, et dans la réflexion, Marie crut distinguer un visage. Les traits étaient indistincts, mais l'expression était claire, une intelligence froide, calculatrice, consciente. Marie sentit à la fois la peur et l'excitation la submerger. Pour la première fois, l'intrus ne se contentait pas de manipuler son environnement, il interagissait avec elle directement, presque comme s'il répondait à ses préparations. Dans les jours qui suivirent, Marie approfondit son analyse. Chaque apparition, chaque anomalie, chaque mouvement était comparé, chronométré, relié à ses notes précédentes. Elle commença à percevoir des régularités, des répétitions dans le chaos apparent. Un motif émergeait, certaines heures étaient privilégiées, certains objets choisis pour leur position spécifique. Marie comprit que l'intrus cherchait non seulement à la terroriser, mais aussi à communiquer, à tester sa capacité de raisonnement, sa détermination. Cette révélation transforma son approche. Marie commença à répondre, non par la peur, mais par des actions délibérées. Elle déplaçait certains objets pour observer les réactions, elle créait des pièges visuels pour provoquer des apparitions. Chaque interaction devenait une expérience scientifique autant qu'un affrontement psychologique. L'intrus, comme un joueur de Go invisible, ajustait ses mouvements en fonction des siens, et Marie sentit que leur relation prenait une forme complexe,
où la peur et l'intellect se mêlaient dans un duel silencieux. Puis, un événement inattendu survint. Lorsqu'elle retourna au supermarché pour quelques provisions, Marie remarqua l'homme qu'elle avait déjà croisé quelques semaines auparavant. Cette fois, il la regardait fixement, immobile, parmi la foule. Un frisson parcourut son corps. L'intuition qu'il était lié à toutes ces manifestations se confirmait. L'intrus n'était plus confiné à son appartement, il pouvait apparaître dans le monde réel, suivre, observer, infiltrer son quotidien. Marie sentit l'ampleur du danger et, paradoxalement, un nouvel élan de détermination. Elle devait comprendre, et vite. De retour chez elle, Marie se concentra sur les notes laissées par l'intrus dans la boîte. Chaque mot, chaque phrase était analysée, disséquée, reliée à ses observations précédentes. Chaque vérité a un prix. Ces mots résonnaient dans son esprit. Que signifiait ce prix? Était-ce un test moral, psychologique, ou une menace physique? Marie sentit qu'elle devait pousser ses investigations plus loin, quitte à confronter directement la présence dans son appartement. La nuit suivante, Marie prépara un dispositif de confrontation. Chaque capteur, chaque caméra, chaque objet était disposé pour maximiser la détection et l'observation. Elle s'installa, immobile, les yeux fixés sur l'écran des caméras. Les heures passèrent, lentes et oppressantes, jusqu'au moment précis où une silhouette apparut. Cette fois, l'ombre était plus nette, plus définie, presque humaine. Marie sentit son cœur battre à tout rompre, mais au lieu de fuir, elle resta concentrée, observant chaque geste, chaque mouvement, chaque réaction. L'intrus s'approcha du centre de l'appartement, évitant habilement les zones surveillées, puis disparut derrière un meuble. Marie, avec une précision méthodique, activa une lumière ciblée. La silhouette vacilla, comme surprise, et dans le reflet d'un miroir, Marie crut distinguer un visage encore plus net qu'auparavant. Les yeux fixes, l'intelligence palpable, comme si l'entité testait sa capacité de raisonnement et de courage. Marie sut que le moment de la confrontation mentale était arrivé. Elle parla à voix haute, clairement et fermement, « Je sais que tu es là. Je ne fuirai pas, montre-moi ce que tu veux. » Le silence suivit, lourd et pesant. Puis, un souffle léger, un déplacement subtil et l'ombre disparut, laissant derrière elle une nouvelle note, glissée sur le sol. Marie la ramassa avec des mains tremblantes. Les mots étaient simples, mais glaçants, « Le jeu ne fait que commencer. » Cette phrase laissa Marie dans une tension extrême. Elle comprit que l'intrus ne se contentait pas de la terroriser, il orchestrerait désormais une série d'épreuves, chacune plus complexe que la précédente. Mais au lieu de céder à la panique, Marie sentit un mélange de peur et de détermination. Elle devait continuer, observer, analyser, anticiper. Le cauchemar n'était plus seulement un phénomène passif, il était devenu un duel actif entre deux intelligences, et Marie savait que chaque décision, chaque mouvement, chaque observation pourrait changer le cours de cette confrontation. Marie Quigley sentit que sa vie était désormais régie par un rythme étrange, presque rituel. Les journées étaient consacrées à l'analyse minutieuse de chaque enregistrement, à l'étude des notes et à la préparation de nouvelles stratégies pour anticiper les apparitions de l'intrus. Les nuits, elles, étaient un champ de bataille psychologique où l'ombre s'immisçait dans chaque recoin, où chaque respiration, chaque craquement, chaque frémissement devenait une menace potentielle. La peur, qui au départ avait été paralysante, s'était transformée en une force motrice, un moteur qui la poussait à comprendre et à agir. La ville semblait ignorer les drames silencieux qui se jouaient dans son appartement. Pourtant, des incidents étranges continuaient à se produire dans différents quartiers, des témoins rapportaient des silhouettes fugaces, des bruits inexpliqués, des sensations de présence. Marie commença à envisager l'hypothèse terrifiante que son cauchemar n'était pas isolé, mais qu'il s'inscrivait dans une série d'événements plus larges, peut-être anciens, orchestrés par une intelligence qui dépassait l'individu. Cette idée amplifia à la fois sa peur et son obsession, comprendre l'intrus ne se limitait plus à son appartement, mais concernait un phénomène plus vaste, peut-être inscrit dans le tissu même de la ville. Une nuit, alors qu'elle examinait les vidéos enregistrées, Marie remarqua un détail troublant. Une silhouette apparut dans son appartement, mais elle portait un objet identifiable, un carnet, similaire à ceux déjà laissés, mais avec un symbole étrange gravé sur la couverture. Marie sentit son cœur battre à un rythme effréné. L'apparition n'était plus simplement une ombre, elle laissait des traces tangibles, renforçant la preuve que l'intrus possédait un contrôle sur le monde matériel. Ce symbole devint le point central de ses investigations. Elle le dessina, le nota, chercha des correspondances dans les archives, les journaux, et même dans les anciens témoignages de phénomènes inexpliqués dans la ville.
Marie découvrit des récits anciens décrivant des manifestations similaires, des présences invisibles, des objets déplacés, des messages codés laissés pour des victimes ou des témoins. Les parallèles étaient troublants. Une peur ancestrale semblait s'incarner dans chaque apparition, une logique inconnue qui testait la capacité humaine à comprendre et à survivre. Marie sentit l'ampleur du mystère, l'intrus n'était pas simplement un harceleur, mais un agent d'un plan bien plus vaste et ancien, un manipulateur de peur et de perception. Déterminée à confronter cette intelligence, Marie intensifia ses préparations. Elle installa de nouvelles caméras, créa des systèmes de lumière et de capteurs encore plus sophistiqués, et mit en place des dispositifs pour enregistrer tout son et toute vibration dans l'appartement. Chaque détail, chaque angle, chaque reflet était pensé pour maximiser l'observation et limiter la capacité de l'intrus à se dissimuler. L'appartement devint une sorte de laboratoire d'observation, un espace où la peur était utilisée comme outil d'analyse. Une nuit, alors que Marie s'était endormie par fatigue, elle fut réveillée par un bruit distinct, un chuchotement provenant de l'ombre. Les mots étaient incompréhensibles, mais la tonalité était claire, un mélange de menaces et de provocation. Marie se leva précipitamment, son cœur battant à tout rompre. Les caméras ne montraient aucune silhouette tangible, mais les capteurs détectaient un mouvement subtil, imperceptible à l'œil nu. L'intrus jouait avec elle, testait ses réactions, et semblait mesurer sa résilience. Dans les jours qui suivirent, Marie intensifia ses observations. Elle commença à tracer des schémas complexes reliant chaque apparition à un temps précis, à un mouvement particulier, à un objet spécifique. Petit à petit, un rythme émergea, un modèle presque prévisible dans les interactions de l'intrus avec son environnement. Cette découverte donna à Marie un sentiment de contrôle partiel, elle pouvait anticiper certaines manifestations, préparer des pièges, et tester la réaction de la présence. Mais l'intrus ne se contentait pas de réagir, il initia. Un soir, alors que Marie étudiait ses notes, elle remarqua que certains objets avaient été déplacés de manière intentionnelle, formant une sorte de message codé. Les mots étaient fragmentés, incomplets, mais suggéraient une logique derrière le chaos, un défi, une invitation à comprendre, à résoudre un puzzle que seul l'intrus connaissait pleinement. Marie sentit une étrange fascination mêlée de terreur. Chaque découverte la rapprochait d'une vérité effrayante, mais elle ne pouvait résister à l'appel de la résolution. Marie décida alors d'entrer dans un état de vigilance constante, utilisant son appartement comme un terrain d'entraînement. Elle parlait à l'intrus, tentait de provoquer des réactions, d'interpréter les indices laissés. Chaque interaction devenait une expérience psychologique, une étude de la logique et de la méthode de l'entité invisible. Elle notait les moindres variations, chaque déplacement imperceptible, chaque souffle, chaque reflet dans les miroirs. La peur se transformait peu à peu en instrument d'analyse. Puis, un événement inattendu survint. Marie trouva une nouvelle note, déposée sur son bureau alors qu'elle était absente pour quelques minutes. Les mots étaient simples, le suivant te regardera de près. La menace implicite était claire, l'intrus n'était pas seulement capable de se manifester dans son appartement, mais pouvait suivre et observer chaque action dans le monde réel. Cette prise de conscience intensifia l'angoisse, mais renforça également la détermination de Marie, elle devait comprendre, anticiper, confronter. Les jours suivants, Marie devint quasi paranoïaque, scrutant chaque mouvement autour d'elle, chaque regard dans la rue, chaque figure dans la foule. Elle installa des caméras supplémentaires à l'extérieur, tenta de détecter la présence de l'intrus dans ses déplacements quotidiens. La frontière entre la vie privée et la vigilance constante s'effaçait. Chaque pas, chaque respiration, chaque geste devenait une partie de l'enquête, un élément de survie face à une intelligence invisible mais omniprésente. Une nuit, Marie remarqua quelque chose de nouveau dans les enregistrements, l'ombre semblait observer un objet spécifique, un vieux miroir qu'elle avait placé dans l'angle du salon. Le reflet révélait des contours plus précis, une forme presque humaine, mais constamment changeante. L'intrus n'était plus seulement une ombre, il interagissait avec la lumière et les surfaces réfléchissantes, créant des illusions, testant sa perception. Marie sentit que l'enjeu avait changé, il ne s'agissait plus seulement de détecter la présence, mais de comprendre ses méthodes, sa logique et, peut-être, sa nature. Dans cette quête, Marie découvrit également un élément inattendu, un motif dans les symboles gravés sur les objets laissés par l'intrus. Ces symboles ne semblaient pas aléatoires, ils formaient un code, une suite logique que Marie commença à déchiffrer. Chaque symbole correspondait à un moment précis, à un déplacement, à une manifestation. La peur, qui au départ paralysait, se transformait peu à peu en clé pour comprendre l'intrus et anticiper ses actions. Marie sentit que la confrontation finale approchait, et que la compréhension de ce code serait essentielle pour survivre.
La tension psychologique atteignait son paroxysme. Marie savait que l'intrus observait chaque réaction, chaque préparation, chaque mouvement. Mais elle avait désormais un avantage, la connaissance. Chaque détail analysé, chaque motif déchiffré, chaque indice collecté la rapprochait de la vérité. Elle savait que l'ultime affrontement ne serait pas seulement physique, mais mental, un duel de stratégie et de courage, où la peur serait à la fois l'arme et la faiblesse. Alors qu'elle préparait une nouvelle série de pièges, Marie sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement et aperçut une silhouette fugace dans le reflet d'un miroir. Cette fois, l'ombre semblait différente, moins évasive, presque hésitante. Marie comprit que sa détermination et sa méthode commençaient à influencer le comportement de l'intrus. Elle avait franchi une étape, elle n'était plus seulement réactive, elle devenait proactive, anticipant et testant à son tour. Marie savait que chaque nuit à venir serait décisive. Le jeu était devenu plus complexe, plus dangereux, mais elle sentait également qu'elle approchait d'une compréhension essentielle. Derrière la peur et les apparitions, il existait une logique, une méthode, peut-être même un motif moral ou psychologique que seul l'intrus connaissait pleinement. Son objectif était clair, continuer à observer, analyser et anticiper, jusqu'à ce que la vérité émerge, coûte que coûte. Marie Quigley sentait la tension s'accumuler comme un tonnerre prêt à éclater. Chaque jour, chaque nuit, chaque souffle d'air dans son appartement semblait chargé d'une anticipation palpable. Les pièges, les caméras, les miroirs et les capteurs, tous savamment disposés, avaient transformé son environnement en un réseau d'observation complexe, mais malgré cette préparation, l'intrus trouvait toujours un moyen de surprendre, de défier, de tester les limites de sa vigilance. Une nuit, alors que Marie s'immergeait dans l'étude de ses enregistrements, elle remarqua un détail qui lui avait échappé jusqu'ici, l'ombre semblait réagir non seulement aux lumières et aux mouvements, mais aussi à ses émotions. Une manifestation se produisait souvent lorsque Marie était anxieuse ou fatiguée, moins fréquente lorsqu'elle était concentrée ou rationnelle. Ce lien direct entre son état mental et l'apparition de l'intrus fit frissonner Marie. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement un adversaire physique, mais un manipulateur psychologique, capable d'évaluer et de provoquer des réactions émotionnelles pour mieux exercer son contrôle. Déterminée à reprendre l'avantage, Marie élabora un plan audacieux. Elle décida de provoquer une réaction en simulant des émotions qu'elle ne ressentait pas réellement, la peur, la panique, la confusion. Chaque geste, chaque cri, chaque mouvement devait être calibré pour tester les réponses de l'intrus, pour anticiper ses stratégies et déceler un schéma plus profond. Ce jeu de dupe exigeait une maîtrise totale de soi, et Marie s'entraîna pendant des jours, contrôlant chaque respiration, chaque expression, chaque mouvement de ses mains et de ses yeux. Lors de la première nuit de ce test, l'intrus se manifesta comme prévu. L'ombre glissa dans l'appartement, réagissant immédiatement aux signaux émotionnels simulés. Marie observa chaque déplacement, chaque interaction avec l'environnement, chaque tentative de manipulation. Pour la première fois, elle sentit qu'elle influençait le comportement de l'intrus, qu'elle n'était plus seulement la cible, mais également l'initiatrice, celle qui pouvait guider le déroulement du jeu. Alors que la tension atteignait son paroxysme, un nouveau détail attira son attention. La silhouette semblait avoir une préférence pour certains objets, certains symboles et certaines positions dans la pièce. Ces choix n'étaient pas aléatoires, ils formaient un code, une sorte de langage visuel destiné à communiquer avec Marie. L'intrus ne se contentait plus de tester sa peur, il tentait de transmettre un message, une information cachée, et Marie sentit qu'elle s'approchait d'une compréhension partielle de sa logique. Dans les jours suivants, Marie se plongea dans l'étude de ce langage. Elle établit des cartes, des diagrammes et des correspondances entre les apparitions, les objets et les symboles. Petit à petit, un motif émergea, l'intrus semblait suivre un calendrier précis, alternant les apparitions, les déplacements et les manifestations selon une logique presque mathématique. Cette découverte redonna à Marie une lueur d'espoir, si un schéma pouvait être identifié, alors il serait possible d'anticiper et de confronter la présence de manière plus efficace. Mais la complexité de ce puzzle psychologique était telle que Marie devait jongler entre vigilance extrême, analyse méthodique et survie quotidienne. Chaque mouvement à l'extérieur, chaque interaction avec le monde réel, devait être observé, noté et comparé avec les données collectées à l'intérieur de l'appartement. Marie devint une observatrice constante, une enquêteuse de l'invisible, où la frontière entre le réel et l'imaginaire se brouillait de plus en plus. Une nuit, alors qu'elle observait les enregistrements, Marie remarqua quelque chose qui la fit reculer. L'ombre, qui avait jusqu'ici été indistincte et presque impalpable, semblait se matérialiser partiellement dans le reflet d'un miroir. Les traits étaient flous,
mais l'intention derrière le mouvement était claire, l'intrus cherchait à interagir avec elle d'une manière directe et presque humaine. Marie sentit à la fois la peur et l'excitation, ce contact visuel, même partiel, était la première victoire psychologique depuis le début de l'angoisse. Encouragée par cette observation, Marie décida de pousser l'expérience plus loin. Elle créa un dispositif complexe combinant lumière, miroir et capteur sonore pour provoquer une interaction directe. Chaque détail de la configuration avait été pensé pour surprendre et enregistrer l'intrus. La nuit de la confrontation, elle resta immobile, observant, chaque muscle tendu, chaque sens en alerte. Les minutes s'égrenaient lentement, lourdes de tension. Puis, à l'heure exacte prédite selon son analyse, l'ombre apparut. Cette fois, l'intrus sembla hésiter, comme surpris par la sophistication du dispositif. Marie sentit qu'elle influençait réellement son comportement, qu'elle avait pris un avantage stratégique. L'ombre se mouvait avec prudence, calculant ses déplacements, évitant les zones éclairées, testant les limites de son environnement. Marie observa chaque mouvement, notant les détails avec une précision presque scientifique. Chaque interaction devenait un duel mental, où la peur, la logique et la stratégie se mêlaient dans une tension extrême. Au cours de cette confrontation, Marie remarqua un changement subtil mais significatif. L'intrus semblait communiquer à travers les déplacements et les interactions avec les objets, comme si chaque geste portait un sens précis. Les symboles laissés précédemment n'étaient pas des simples menaces, ils étaient des indices, des codes à déchiffrer pour comprendre l'objectif final. Marie sentit une montée d'adrénaline et de détermination, elle était sur le point de percer le mystère, mais chaque découverte augmentait également le danger. Les nuits suivantes, Marie poursuivit cette méthode, combinant observation, anticipation et interaction directe. Elle commença à percevoir un schéma récurrent, certaines apparitions se produisaient après des événements précis, d'autres en réaction à des actions spécifiques. L'intrus semblait suivre une logique interne, mais suffisamment complexe pour que seule une analyse minutieuse puisse la révéler. Marie se plongea corps et âme dans ce déchiffrement, déterminée à comprendre et à anticiper chaque mouvement. Puis, un événement inattendu survint. Marie découvrit un nouvel objet dans son appartement, placé de manière évidente, comme pour attirer son attention. Il s'agissait d'un carnet, similaire au précédent, mais ouvert à une page où des mots et des symboles semblaient former un message cohérent, la peur est ton guide, la logique est ton arme. Oses-tu voir ce qui se cache derrière l'ombre? Ces mots résonnèrent profondément en Marie. L'intrus n'était pas seulement un manipulateur, il cherchait à l'éduquer, à la tester, à la pousser vers une compréhension plus profonde de sa propre peur et de la logique derrière les événements. Marie sentit un mélange de crainte et de fascination. Chaque apparition, chaque symbole, chaque interaction devenait une leçon, un défi intellectuel et émotionnel. Elle comprit que l'intrus ne pouvait être affronté uniquement par la force ou la vigilance, il devait être compris, anticipé, et peut-être même respecté en tant qu'adversaire intellectuel. Cette révélation transforma sa peur en une curiosité stratégique, elle voulait percer le mystère, découvrir la méthode derrière le chaos, et utiliser cette connaissance pour prendre le contrôle de son environnement. Dans les semaines suivantes, Marie poursuivit cette lutte silencieuse, où chaque nuit devenait un jeu de stratégie et d'observation. Elle notait, reliait, analysait, testait, toujours en équilibre entre peur et maîtrise. L'ombre répondait, adaptait ses mouvements, modifiait ses apparitions, comme un joueur de Go invisible, anticipant et réagissant à chaque mouvement. Marie sentait qu'elle approchait d'une compréhension cruciale, une vérité qui pourrait changer le cours de cette confrontation et peut-être lui permettre de reprendre le contrôle complet de sa vie. Alors que la tension atteignait un sommet, Marie prit conscience d'un fait troublant, l'intrus semblait non seulement réagir à ses actions, mais aussi à ses pensées. Chaque hypothèse, chaque plan, chaque anticipation semblait être évaluée et testée. La frontière entre l'observateur et l'observé s'était estompée. Marie n'était plus simplement victime ou enquêtrice, elle était engagée dans un duel mental complexe, où la peur, la logique et l'intuition s'entremêlaient dans un équilibre précaire. La confrontation finale approchait. Marie savait qu'elle devait maintenir une vigilance totale, anticiper chaque mouvement, chaque apparition, chaque signe. La logique et la peur étaient désormais ses armes principales. Chaque note, chaque symbole, chaque reflet devenait un indice précieux pour percer le mystère et découvrir l'identité ou la nature de l'intrus. Elle sentit que le moment décisif approchait, celui où la compréhension complète rencontrerait la confrontation directe, et où la peur pourrait enfin être transformée en pouvoir. Les jours suivants, Marie Quigley sentit que le rythme de son existence avait basculé dans une dimension où le temps et l'espace semblaient se confondre.
Les nuits étaient désormais un champ d'expérimentation, chaque moment éveillé était consacré à l'analyse des moindres indices laissés par l'intrus. Son appartement, devenu un labyrinthe de caméras, de miroirs et de capteurs, reflétait la complexité croissante de ce duel silencieux. Marie comprit que chaque mouvement, chaque respiration, chaque geste, pouvait être observé, interprété et utilisé par l'ombre pour tester sa résistance. Elle passa des heures à étudier les vidéos, notant la moindre variation de lumière, le plus petit déplacement d'ombre, chaque bruit imperceptible. Chaque apparition de l'intrus devenait un cas d'étude, un fragment d'un puzzle qu'elle devait reconstituer. Mais plus Marie analysait, plus elle percevait une logique inquiétante, l'intrus semblait évoluer, s'adaptant à ses méthodes, anticipant ses pièges et ajustant ses mouvements selon ses observations. Cette capacité d'adaptation révélait une intelligence supérieure, une maîtrise complète de l'environnement et de la psychologie humaine. Une nuit, Marie décida de tester les limites de cette intelligence. Elle créa un scénario complexe, combinant lumière, miroir et mouvement, dans l'espoir de provoquer une erreur. Elle attendit, immobile, le souffle coupé, le regard fixé sur les caméras. Les minutes s'égrenaient, lentes, oppressantes, jusqu'au moment où l'ombre apparut. Mais cette fois, elle ne suivait pas le schéma prévu. L'intrus semblait hésiter, comme surpris par la sophistication du dispositif. Marie sentit une excitation mêlée de peur, pour la première fois, elle percevait une faille, un moment où l'avantage pouvait basculer en sa faveur. Cependant, cette victoire apparente ne dura pas. L'intrus s'adapta immédiatement, modifiant ses mouvements, testant de nouvelles positions, exploitant les moindres angles morts. Chaque geste était calculé, chaque apparition semblait orchestrée pour maintenir Marie dans un état de tension maximale. Elle comprit alors que ce duel n'était pas seulement physique ou technologique, il était intellectuel et psychologique, un affrontement où la peur et la logique se confondaient, où chaque erreur pouvait être fatale. Marie décida de changer de stratégie. Au lieu de réagir uniquement au mouvement de l'intrus, elle commença à créer des situations imprévisibles, des schémas non linéaires destinés à perturber ses anticipations. Elle déplaça des objets, modifia la disposition des caméras, créa des doubles reflets, tout en conservant un contrôle méthodique de son environnement. Chaque détail avait été pensé pour provoquer une réaction spécifique, et chaque nuit devint un test de résistance et de ruse, une danse silencieuse entre l'observé et l'observateur. Au fil des nuits, Marie commença à percevoir des indices de plus en plus clairs sur la nature de l'intrus. Les symboles, les notes et les mouvements de l'ombre semblaient former un langage cohérent, une série de messages codés qu'elle devait déchiffrer. Chaque découverte lui donnait un mélange de crainte et de fascination, l'intrus n'était pas seulement un manipulateur de peur, mais un communicateur, un testeur, presque un professeur dans ce cauchemar orchestré. Marie sentit que chaque leçon, chaque indice, rapprochait de la vérité ultime, de la compréhension qui pourrait renverser la dynamique du duel. Puis, un soir, Marie reçut une nouvelle note, glissée sous la porte alors qu'elle travaillait sur ses diagrammes. Les mots étaient simples, mais glaçants, ce que tu cherches est plus proche que tu ne l'imagines. Oses-tu le voir? Le message amplifia sa tension et son anxiété, mais paradoxalement, il fit naître en elle une détermination encore plus forte. Elle comprit que l'intrus jouait maintenant un jeu de proximité, qu'il voulait qu'elle franchisse le seuil de la confrontation ultime, mentale et physique. Marie décida d'organiser une confrontation directe, mais selon ses propres conditions. Elle choisit la nuit suivante, installa tous ses dispositifs, vérifia chaque caméra, chaque capteur, chaque miroir. Elle s'assit au centre de l'appartement, immobile, concentrée, chaque muscle tendu, chaque sens en alerte. Elle savait que l'ombre apparaîtrait, qu'elle devrait interagir avec elle de manière calculée, mais elle était prête. Elle avait anticipé, analysé, prévu, et pour la première fois, elle sentait un avantage réel sur son adversaire invisible. Ce contact visuel, bien que partiel, bouleversa Marie. Elle sentit la peur, certes, mais aussi un respect profond pour l'intelligence de l'intrus. Pour la première fois, elle comprit que ce duel n'était pas seulement une lutte pour sa sécurité, mais une épreuve intellectuelle, un test de son courage, de sa logique et de sa capacité à comprendre un adversaire invisible. Elle prit une profonde inspiration et parla, calmement mais fermement, « Je te vois. Je comprends. Maintenant, montre-moi ce que tu veux que je voie. » L'ombre sembla réagir. Les mouvements devinrent plus mesurés, moins erratiques. Les objets étaient manipulés de manière à former un schéma presque lisible, un message codé que Marie décrypta progressivement, une série de symboles et de chiffres, un calendrier précis des apparitions, des indices sur les prochaines interactions.
L'intrus n'était plus seulement une menace, il devenait un partenaire dans un jeu complexe de communication et de logique. Marie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, pour la première fois, elle percevait un lien, une structure, une raison derrière le chaos. Les nuits suivantes, Marie poursuivit cette collaboration forcée, où chaque interaction devenait un test, une leçon et une énigme à résoudre. Elle comprit que la peur n'était plus seulement un outil de manipulation, elle pouvait être transformée en une force d'analyse, en un moyen de décoder l'intrus et de prévoir ses mouvements. Chaque découverte, chaque déchiffrement, chaque indice renforçait sa confiance et sa maîtrise de la situation. Puis, un événement inattendu survint. L'intrus laissa une note différente, non plus cryptique, mais directe, ce que tu cherches se cache derrière toi. Tourne-toi et regarde. Marie sentit son cœur s'emballer. Était-ce un piège? Une provocation? Ou enfin l'opportunité de confronter la présence directement? Elle prit une profonde inspiration, fixa la note, puis se retourna lentement. Dans l'ombre, une forme se dessinait, distincte, presque tangible. Les contours étaient flous, mais Marie pouvait percevoir une silhouette humaine. Pour la première fois, elle sentit une connexion directe, une présence réelle, et la peur se mêla à une fascination intense. Elle sut que ce moment était crucial, la confrontation physique et mentale approchait, et chaque geste, chaque pensée, chaque respiration serait décisive. Marie se tint droite, les yeux fixés sur la silhouette. Elle sentait la tension saturer l'air, chaque seconde devenait un test de courage et de lucidité. L'intrus observa, immobile, comme s'il évaluait sa détermination et sa capacité à affronter l'inconnu. Les symboles, les notes, les apparitions n'étaient plus que des préludes à cette rencontre directe, où la peur et la logique seraient confrontées de manière ultime. Elle savait que l'issue de cette confrontation déterminerait non seulement sa survie, mais aussi sa capacité à comprendre et maîtriser le mystère qui s'était emparé de sa vie. Chaque détail observé, chaque indice analysé, chaque anticipation effectuée jusqu'ici convergeait vers ce moment précis. Marie sentit une certitude étrange, elle n'était pas seulement en danger, elle était enfin prête à comprendre, à défier et à conclure ce duel qui avait transformé sa vie en un cauchemar éveillé. Marie Quigley sentit que le moment de vérité était arrivé. Chaque nuit passée à observer, à analyser et à anticiper les mouvements de l'intrus l'avait préparée pour cette confrontation ultime. L'air était dense dans son appartement, saturé d'une tension presque palpable, et chaque ombre semblait attendre, comme suspendue dans le temps. Marie savait que chaque mouvement serait décisif, chaque respiration un test de sa vigilance et de son courage. Elle resta immobile, les yeux fixés sur la silhouette indistincte qui se dessinait à travers les reflets des miroirs et les ombres des objets. Pour la première fois, elle sentit que l'intrus reconnaissait son intelligence, sa capacité à anticiper, à déchiffrer les indices, et peut-être même à rivaliser avec lui dans ce jeu psychologique. La peur était toujours présente, mais elle n'était plus paralysante, elle était devenue un instrument, un outil pour lire, analyser et comprendre la présence invisible qui l'avait hantée pendant des semaines. L'intrus s'approcha lentement, ses mouvements précis, presque calculés. Marie observa chaque geste, chaque infime variation de lumière et de son. L'ombre semblait chercher à communiquer, à établir un contact, à tester la limite entre la peur et la compréhension. Puis, dans un geste soudain, elle fit apparaître un objet, un ancien carnet, semblable à ceux laissés auparavant, mais ouvert à une page particulière. Les mots étaient simples, presque cryptiques, mais portaient une signification immédiate, la peur te guide, la logique te libère. Comprends, et tu verras. Marie sentit un mélange de crainte et de fascination. La logique, qu'elle avait patiemment appliquée pour décoder chaque mouvement, chaque symbole, chaque interaction, était maintenant la clé pour atteindre la vérité. Elle s'avança lentement vers le carnet, observant la silhouette, notant chaque détail, chaque réaction. L'intrus ne fit aucun geste brusque, il semblait attendre, comme conscient que l'issue dépendait de la capacité de Marie à comprendre et à agir avec précision. Elle ouvrit le carnet et commença à relier les symboles, les chiffres et les mots. Les indices laissés dans l'appartement, les mouvements de l'ombre, les notes déposées sous la porte, tout s'emboîtait dans un schéma cohérent. Marie réalisa alors que l'intrus n'était pas simplement un manipulateur de peur, mais un orchestrateur d'énigmes, un testeur de résilience et de logique. Chaque apparence, chaque note, chaque symbole était une pièce d'un puzzle destiné à pousser sa compréhension jusqu'au point de rupture. Alors que la compréhension émergeait, Marie sentit une présence plus intense, comme si l'intrus reconnaissait qu'elle avait franchi une étape. Les mouvements de l'ombre devinrent plus précis, presque humains dans leur intention. Chaque geste semblait indiquer une invitation à interagir,
à conclure le jeu par une révélation finale. Marie comprit que le dénouement était proche, elle devait faire un choix, agir avec logique, mais aussi avec courage et discernement. Elle prit une profonde inspiration et parla d'une voix claire, maîtrisée, « Je comprends ce que tu attends. Montre-moi ce que je dois voir. » L'ombre s'immobilisa un instant, comme si elle évaluait sa détermination. Puis, d'un geste fluide, elle fit apparaître un autre symbole, cette fois sur un miroir central dans l'appartement. Marie s'approcha et observa attentivement. Les symboles formaient un chemin, un itinéraire à suivre à travers les pièces, une séquence qui semblait révéler une intention, une vérité cachée depuis le début de ce cauchemar. Marie suivit le chemin indiqué, chaque pas mesuré, chaque regard attentif aux reflets et aux indices. L'ombre la suivait, sans interférer, comme un guide silencieux. Chaque mouvement révélait un détail supplémentaire sur l'intrus, sa méthode, sa logique, sa capacité à manipuler et à communiquer à travers les ombres et les symboles. Marie comprit que cette présence, bien qu'effrayante, n'était pas un simple agent de malveillance, mais une entité cherchant à tester, à enseigner et à confronter l'intellect et la résilience humaine. Alors qu'elle atteignait le point final du chemin tracé, Marie découvrit un dernier symbole, gravé sur un mur partiellement caché par des objets déplacés. Elle s'agenouilla pour examiner les inscriptions. Les symboles formaient un message clair, la peur te guide vers la vérité, mais c'est la logique qui te libère. Tu as vu, tu as compris. Maintenant, choisis. Marie sentit un vertige mêlé de soulagement et de peur. Elle avait compris, mais le choix final appartenait à elle seule, accepter la confrontation, tenter de révéler l'identité de l'intrus, ou se retirer et laisser le mystère intact. Elle prit un instant pour réfléchir. Les semaines de surveillance, d'analyse et de confrontation mentale avaient forgé en elle une force insoupçonnée. Marie savait que la vérité, aussi effrayante soit-elle, ne pouvait être ignorée. Elle fit un pas en avant, décidée à affronter l'ombre directement. La silhouette s'approcha simultanément, et Marie eut l'impression d'un contact psychique, un échange silencieux où la compréhension mutuelle transcendait la peur et l'incertitude. Puis, dans un ultime mouvement, l'ombre disparut dans un jeu de lumière et de reflets, laissant Marie seule dans l'appartement silencieux. L'effet était à la fois libérateur et troublant. Marie comprit que le duel n'était pas terminé dans le sens physique, mais que la confrontation mentale et stratégique avait atteint un point de résolution. Elle avait percé la logique de l'intrus, compris ses méthodes, anticipé ses mouvements, et prouvé sa résilience face à la peur la plus intense. Le silence qui suivit était presque assourdissant. Marie s'assit, épuisée mais lucide, chaque muscle détendu après des semaines de tension extrême. Elle comprit que ce cauchemar avait été autant une épreuve intellectuelle qu'une lutte pour sa survie. L'intrus n'était plus une menace immédiate, il représentait maintenant un mystère compris, un puzzle résolu, une énigme dont elle possédait la clé. Marie passa les jours suivants à relire les notes, à revoir les enregistrements, à analyser chaque détail. Elle sentit que l'expérience l'avait transformée profondément, sa perception de la peur, de la logique et de la résilience humaine avait évolué. Elle avait appris à transformer la peur en instrument, à déchiffrer l'inconnu et à anticiper l'invisible. L'intrus, bien qu'encore mystérieux dans son identité, avait été déchiffré dans sa méthode, et Marie avait désormais le pouvoir de naviguer dans ce monde obscur avec clarté et détermination. Un dernier message apparut, glissé sous sa porte, « Tu as compris, Marie. La prochaine épreuve n'est plus la peur, mais ce que tu choisiras d'en faire. » Marie sourit faiblement, consciente que sa vie avait été marquée par un tournant irréversible. Elle avait affronté l'invisible, déjoué ses pièges, compris sa logique, et surtout, découvert en elle une force et une lucidité insoupçonnées. Le cauchemar avait atteint sa conclusion, mais il laissait derrière lui une leçon essentielle, la peur, lorsqu'elle est comprise et maîtrisée, peut devenir un guide vers la connaissance et la puissance intérieure. Marie se leva, ouvrit les fenêtres pour laisser entrer la lumière du matin, et pour la première fois depuis des semaines, elle respira profondément, savourant un moment de clarté, de contrôle et de sérénité. Le mystère de l'intrus, bien que partiellement résolu, continuait de planer, mais Marie savait désormais qu'elle possédait les outils, la logique et la résilience pour affronter l'inconnu, qu'il soit visible ou caché dans l'ombre. Elle sourit une dernière fois devant le miroir où tout avait commencé. L'intrus, dans sa disparition, avait laissé une trace indélébile, la certitude que la peur pouvait être comprise, décodée et utilisée comme une arme et une clé vers la vérité. Marie Quigley, transformée par ce cauchemar au cœur de la nuit, savait désormais que l'invisible pouvait être affronté, et que la logique, la patience et le courage étaient les seuls guides capables de transcender l'ombre.